Merci de m'accueillir sur votre beau territoire. Effectivement, ça fait à peine 48 heures que je suis là. Je ne suis pas encore sûre d'avoir les idées complètement claires. Si jamais à un moment je devais être moins claire que ce qui est doux ou confortable pour vous, je vous en supplie, dites-le moi. Ça me rendrait service parce qu'il est possible que je ne m'entende pas dire des bêtises. Donc, merci d'avoir choisi de passer la soirée avec moi. J'imagine qu'il y avait des tas de trucs intéressants à la télé ou au bord de la plage. Et je me dis que si vous êtes là, c'est certainement parce que la thématique vous intéresse, ou peut-être parce que les relations que vous entretenez ne sont peut-être pas aussi extatiques que celles que vous pourriez imaginer. Et moi, je reconnais que quand j'ai découvert la communication non violente, j'ai été stupéfaite de réaliser, en tout cas, combien, moi, en tant que Véronique, je pouvais être porteuse d'une forme de violence et que j'ignorais vraiment, en tout cas, le niveau de ma propre violence et surtout comment je pouvais entretenir le bazar dans le monde à moi toute seule. J'ai un diplôme d'infirmière et j'aime prendre soin des gens depuis très longtemps. Et je ne démarre jamais une conférence sans honorer une rencontre qui a profondément changé et bouleversé ma vie. À un moment de mon existence, je travaillais en accompagnement fin de vie au domicile et j'ai eu la chance de rencontrer un garçon qui mourait du sida, il avait 20 ans, et il me disait « Moi, Véro, j'ai un rêve ». Et je lui disais « C'est quand même vraiment étonnant que tu puisses avoir un rêve alors que tu vas mourir dans si peu de temps ». Et bon, en dehors du fait qu'il m'ait dit que j'étais une nana super limitée, ce qui fait qu'à l'époque, j'avais un peu quand même les boules, voilà. Il me disait, t'es limitée. Je fais, mais comment ça, moi, limitée? Alors maintenant, j'ai vraiment plus de vision sur toutes mes limites, ça c'est clair. Mais à 30 ans, je crois qu'il y avait quelque chose en moi qui croyait que j'étais aboutie. Et il m'a dit, même quand on meurt, les rêves, eux, ne meurent jamais. Et il me disait, tu vois, j'ai un rêve, c'est qu'aucun autre jeune ne puisse jamais mourir dans les mêmes conditions que les miennes. Il me disait, tu vois, Véro, à un moment, j'ai été privée d'une forme de savoir. En ayant été privée d'une forme de savoir, je n'ai pas eu la capacité de choisir. Et il m'a dit, quand on a la patate comme toi, eh ben, on n'accompagne pas des gens en fin de vie. On travaille dans le domaine de la prévention pour offrir une forme de savoir pour que d'autres individus puissent choisir. Et j'aime honorer cette rencontre parce que si je suis là aujourd'hui devant vous, ben, il y a une grande partie en fait en lien avec la rencontre avec ce jeune garçon. Donc de cet espace où j'accompagnais des gens en fin de vie, j'ai choisi de travailler à l'Éducation nationale, j'ai passé le concours, je suis devenue infirmière scolaire. Et pendant 5 ans, j'ai vécu l'isolement le plus total, une seule infirmière, 1200 gamins, 200 adultes, et moi au milieu de cette espèce de tornade, en me disant « Oh là là !» Quand je voyais des gamins à l'infirmerie, j'aurais pu leur greffer des ailes. Je trouvais qu'ils étaient juste merveilleux. Et une fois qu'ils étaient dans la cour, ils se transformaient en bombes sur pattes. Et je me disais « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Quand je voyais les enseignants, je pouvais me relier à la beauté de leurs intentions. Et quand j'entendais ce que les élèves me racontaient des enseignants une fois qu'ils étaient dans leur classe, je me disais « Ils ne doivent pas me parler de la même personne ». Et moi, à l'époque, c'était l'époque où j'avais 3 adolescents. Et quand je rentrais à la maison, je me disais, je vais en prendre un pour jouer au bowling avec les 2 autres. Donc, je voyais qu'il y avait un décalage entre mes intentions et la réalité de ce que je pouvais faire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vivre ce décalage entre vos intentions et la réalité. Ou est-ce que peut-être je suis seule? Bon, visiblement, il y en a qui sourient, donc peut-être ça vous est arrivé. Et en fait, je me suis fait peur à cette époque-là. En me disant, mais si je continue comme ça, je crois qu'un jour, je serai capable de mettre mon poing dans la gueule à quelqu'un. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà contacté cette espèce de force intérieure qui vous fait comme serrer le poing et vous dites « je vais me le faire » ou « je vais me la faire ». Alors que je suis persuadée qu'on a tous un rêve de paix. Nous rêvons d'avoir des relations bienveillantes. Et donc, je me suis dit « ouh là là, il y a quelque chose en tout cas à mettre en place avant que tu passes à l'acte ». Et puis, j'ai eu la chance de découvrir la communication non violente en faisant un raid en motoneige au Canada. Il faisait moins 40 et je crois que ça m'a vraiment réchauffé le cœur. Et quand j'ai lu la 4e de couverture du livre de Thomas d'Ansembourg, « Cessez d'être gentil, soyez vrai », je me suis dit, mais c'est qui ce type? Ça fait des années qu'il m'observe
il a écrit un bouquin sur moi, il se fait du blé sur mon dos. Waouh, le jour où je le rencontrerai, je vais lui dire, hé mon gars, oh, il y a un truc qui m'appartient. Thomas est devenu un collègue. Et quand je lui ai dit, mais attends, mais combien d'années tu m'as observé pour écrire ton bouquin? Il m'a dit, mais je me suis observé et j'ai observé l'ensemble de l'humanité conditionnée par une forme de langage. Et donc ce soir, ce que je me propose, eh bien, c'est de vous partager une forme de savoir qui va vous permettre de choisir. Alors peut-être vous allez choisir de continuer à faire ce que vous avez toujours fait, mais au moins vous choisirez en conscience. Ou peut-être qu'il y a quelques pépites qui vous donneront envie de faire un petit pas de côté pour expérimenter quelque chose de différent. En sachant que quoi que vous ferez, quoi que vous choisirez, eh bien, ce sera ni bien ni mal, ce sera votre réalité à un moment donné. Donc j'aimerais bien savoir, avant de démarrer, là, qui parmi vous n'a jamais entendu parler de la communication non violente? D'accord. Et qui parmi vous a déjà lu un ou deux bouquins? Ouais. Et est-ce qu'il y en a qui ont fait des stages déjà? Ouais. Bon. En tout cas, quel que soit l'endroit d'où vous venez, j'ai de la joie à vous accueillir parce que moi, dans mon expérience, j'avais fait un grand nombre de stages. J'ai fait un grand nombre de stages avant, je crois vraiment, de mettre en conscience, en application réellement ce que je pouvais vivre. Mon intention pour ce soir, c'est que ce soit le plus interactif possible parce que dans mon expérience, on apprend quand on participe. Aujourd'hui, tous les grands pédagogues reconnaissent que les formations où les gens participent activement, ça augmente les chances, en tout cas, d'une forme d'appropriation. Alors, peut-être vous avez des choses pour écrire, peut-être vous n'avez pas, mais si vous n'avez pas, vous ferez tout dans votre tête et ce sera très bien comme ça. J'aimerais que vous puissiez vous mettre en lien avec une personne avec laquelle ça ne se passe pas tout à fait comme dans vos rêves, si ça vous arrive encore. Peut-être quelqu'un qui a dit ou fait quelque chose et où, a priori, ça ne vous fait pas spécifiquement frétiller le pistil. Vous voyez le truc où vous dites « Ouf, c'est pas comme dans mes rêves ». Donc, je vais vous laisser juste un petit temps pour vous mettre en lien avec quelqu'un qui dit ou fait quelque chose et où, franchement, ça vous arrangerait que cette personne change. Alors, ça peut être au boulot, ça peut être dans votre famille. Ça peut être dans des relations, je ne sais pas, dans un club quelconque, je ne sais pas moi. Vous dansez, vous faites du basket, vous faites du paddle peut-être, je ne sais pas, de la natation synchronisée, de la plage avec des copines. Donc quelqu'un qui dit ou fait quelque chose et où vraiment, franchement, ce serait bien qu'il change. Est-ce que vous avez chacun un exemple? Ouais? Ou est-ce qu'il y a des gens pour qui toutes les relations sont tellement extatiques que vous êtes juste venus là pour célébrer la façon vraiment dont la vie s'est transformée grâce à cette approche? Alors maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de vous mettre en lien avec les faits. Qu'est-ce que cette personne dit ou fait et qui, de votre point de vue, ne correspond pas à vos attentes? Donc, si vous deviez écrire les faits, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que vous observez et qui, d'une certaine manière, vous stimule? Qu'est-ce que cette personne dit ou fait? Quels sont les faits? Pourquoi est-ce que j'insiste sur qu'est-ce qu'elle fait plutôt que qu'est-ce que vous vous dites qu'elle fait qui n'est pas OK? C'est simplement pour vous partager qu'avec cette approche, on va mettre notre attention d'une manière assez précise sur l'observation. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à croire, avec cette approche qu'est la communication non violente, que plus je vais être précis au niveau des faits, plus ça va augmenter mes chances de pouvoir maintenir le lien.
Donc, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui voudraient vérifier si ce que vous appelez une observation est une observation? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient partager leur observation, juste pour vérifier si on est d'accord sur ce qu'est l'observation? Oui? Oui? Il fume 2 paquets de cigarettes par jour. Oui. Alors, à votre avis, est-ce que si je m'adresse à cette personne est d'accord avec les faits? J'espère que c'est pas, et je ne sais pas combien il y a de cigarettes dans un paquet, une trentaine. J'espère qu'il n'en fume pas que 59, pour vous. Sinon, peut-être que la personne va réagir. Si effectivement il fume 60 par jour, on est d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager une observation? Valider si ce que vous imaginez être une observation est une observation. Sinon, je vous raconterai une séquence dans une de mes formations où moi et l'ensemble des stagiaires, on a beaucoup ri. Parce que quelquefois, quand nous sommes collés à une situation qui nous exaspère tellement, que le fait d'être collé, on n'a plus les moyens de pouvoir comme regarder la situation avec du discernement. Donc, est-ce qu'il y a une ou deux autres personnes qui veulent partager leur observation? Oui? Ah, il insulte des automobilistes lorsque nous sommes en voiture. Alors, observation, à votre avis, ou évaluation, interprétation? Alors, à votre avis, si vous vous adressez à la personne en disant « Écoute, là, franchement, je trouve que tu insultes les autres automobilistes », à votre avis, comment la personne peut réagir? Ah, vous trouvez que c'est une observation? Ah, d'accord. Donc, là, vous vous dites, oh non, mais alors, franchement, s'il râle sur un truc comme ça, non, mais alors là, vraiment, où on va, hein? Donc, qu'est-ce que vous entendez, vous, par insulte? Moi, j'ai travaillé, je vais vous dire, pendant, j'ose pas dire les années, parce que après, c'est quand même le témoin d'un certain âge, mais j'ai travaillé quand même plus de 15 ans dans les banlieues, dans des banlieues que l'on nomme en région parisienne sensibles. Alors là, c'est un terme, moi, qui m'exaspère. J'aimerais juste vous dire, je ne connais pas de banlieues sensibles. Je connais des jeunes sensibles qui vivent dans des banlieues qui sont plus ou moins adaptées à la vie d'un être humain. Et donc, quand ils se saluaient le matin, ils disaient « Salut, connard! Alors, connasse, t'as passé une bonne soirée ?» Et moi, j'ai « Oh là là !» Vous voyez? Et pour moi, je croyais que ça, c'était des insultes. Mais de leur point de vue, c'était la façon, la stratégie, le moyen de se saluer parce que c'était un code. Donc, qu'est-ce que vous entendez par insulte, par exemple? Je ne peux pas être trop précise parce que... Oui, alors... Mais quand quelqu'un entre dans la pièce, dans un magasin par exemple, et qu'il fait ce qu'il a à faire, et il ressort, et là, non mais c'est quoi ce couillon? Mais regardez-moi cette façon de faire, il est complètement débile, cet abruti. Voilà. Voilà, donc là, vous êtes en train de repérer, vous, que débile, couillon, ça, ce serait pour vous une forme d'insulte, c'est ça? C'est la violence avec laquelle les mots sont lancés. Oui. Sans aucune justification, c'est de la médisance pure et dure, voilà. Voilà, donc là, vous vous repérez qu'il y a certains mots qui vont vous faire un peu grimper au cocotier. Voilà. Et ça, par exemple, pour vous, ce serait une insulte. Ok, merci. Quand vous dites « il insulte les automobilistes en voiture », à quoi vous faites référence, madame? Qu'est-ce que vous entendez? Connasse. Connasse, voilà. Donc là, on est dans le registre. Moi, quand j'entends mon partenaire ou un automobiliste me traiter de connasse, waouh! Effectivement, peut-être que vous vivez ça à ce moment-là comme une insulte. Et moi, quand j'entends ça
et que je suis dans ma voiture ou sur ma moto, je peux le vivre effectivement comme une insulte. Donc, on va voir que si je dis à la personne, oh ben franchement, là, quand tu insultes la voisine, à dire, mais comment ça, je l'insulte, moi je m'exprime. Et peut-être que pour cette personne, c'est une forme de poésie. Là où vous, ben, c'est pas tout à fait le Baudelaire que vous connaissez. Mais si vous reprenez les termes précis de la personne, alors on est au moins d'accord sur le départ. Ce processus est un processus de lien. Et l'intention de ce processus, si notre intention c'est celle-là, on est d'accord, hein, l'intention de ce processus, ça va être de créer des relations de qualité où les besoins de chacun vont pouvoir être entendus. Donc, si mon intention, c'est de créer une relation de qualité, si mon intention, c'est de créer de la connexion, alors je vais porter une attention particulière sur des étapes. Les étapes dont on va parler ce soir, ce sont des étapes qui vont servir comme à une forme de déprogrammation de nos autoroutes neuronales. Nous avons été programmés d'une manière particulière avec le langage. Et là, on est en train de faire comme une marche arrière pour retrouver notre état originel, celui avec lequel nous sommes nés. Tous les êtres humains naissent girafes. Elle te plaît? Ouais, hein. Tu veux que je te la prête pendant la conf? Ah, ça te ferait plaisir? Tiens. Alors, Marshall Rosenberg a choisi la girafe comme animal symbole de la communication non violente. Pourquoi? Parce que la girafe, elle voit les situations d'un certain point de vue et elle se dit: oh là là, si cette dame commence à dire à son compagnon non mais attends, t'as vu quand t'insultes les gens, ou la girafe, elle se dit peut-être ça va avoir des conséquences dans la relation. Donc la girafe, elle voit les choses avec une certaine perspective. La girafe, sur Terre, c'est l'animal dont le cœur est plus musclé. Donc quand on parle de la communication non violente, on parle aussi d'une forme de communication bienveillante, c'est-à-dire qu'on va voir les situations avec bienveillance, avec le cœur. C'est comme une communication qui va muscler notre cœur. La girafe, elle nous rappelle qu'on a 2 oreilles et qu'une bouche. A priori, on est plus équipé pour écouter que pour l'ouvrir. Je vous laisse les conclusions qui vous intéressent. Voilà. La girafe, elle a des tâches qui lui sont particulières. C'est-à-dire qu'elle nous rappelle, en fait, chaque girafe a des tâches différentes. Elle nous rappelle que nous sommes uniques, mais uniques comme tout le monde. Mais nous sommes des êtres uniques. Et puis, quelque chose qui est très important pour moi, c'est de vous partager aussi que la girafe, elle a des sabots. Et quand on parle des sabots de la girafe, c'est juste pour une invitation pour se rappeler que la communication non violente, c'est un processus à la fois de bienveillance et aussi de grande fermeté. Parce qu'une des craintes de la plupart des éducateurs que je rencontre, je travaille beaucoup à l'éducation nationale, une des craintes, ce serait « Ah ouais, la communication non violente, c'est le genre de truc, peace and love, on fume le chichon, on laisse tout faire, etc. » J'aurais dit « Venez me voir, vous allez voir si vous montez sur les sabots. » Donc, ça demande un apprentissage pour revenir à la fermeté, mais c'est quelque chose en tout cas que j'aime poser dès le départ des conférences ou des formations. Parce que c'est extrêmement soulageant pour les éducateurs de savoir qu'on va réapprendre à poser un cadre ou des limites qui vont être au service de la relation. Donc voilà pourquoi Marshall Rosenberg a choisi cet animal fétiche. Donc par rapport à l'observation, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient partager leur observation ? Est-ce que vous êtes tous certains de démarrer sur une observation? Oui, il y a Sam qui vous tend le... Si on dit que quelqu'un n'est pas réceptif aux opinions des autres. Ah, alors à votre avis, je dis à quelqu'un, franchement, là, je vous trouve vraiment pas réceptive aux opinions des autres. À votre avis? Réceptive. Réceptive, oui. Observation, interprétation. 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 Alors, vous voyez, ce qui va être intéressant, c'est de voir avec ce processus, quel que soit ce que la personne va dire, elle a des bonnes raisons de le dire. Donc ça, c'est le pied. Donc là, on va voir qu'est-ce qui vous fait dire que quelqu'un n'est pas réceptif. Si dans la conversation, il n'y a pas
Donc, dans la conversation, il n'y a pas de temps mort ou de place pour que quelqu'un d'autre donne son avis. Donc, qu'est-ce que vous observez réellement qui vous fait dire ça? Ah, il parle trop. Observation, interprétation? Interprétation. Vous voyez, si vous voulez avoir des relations de qualité, si vous commencez à dire à l'autre « je trouve que tu parles trop », moi, je ne suis pas sûre du résultat. Enfin, quoique, si, presque un peu. Donc, qu'est-ce qui nous fait dire que quelqu'un parle trop ou qu'est-ce qui nous fait dire que quelqu'un n'est pas réceptif? Ah, il parle beaucoup. Alors, un petit coup, voilà. Donc là, je dis à quelqu'un, non, mais je trouve franchement que tu parles beaucoup. Alors, à votre avis, observation, interprétation? Krishnamurti disait que l'observation, sans interprétation, c'était la plus haute forme de l'intelligence humaine. Au départ, moi, ça me faisait rire. Je me disais, oui, enfin bon, l'observation, il n'y a quand même pas de quoi, ça m'a pas l'air si compliqué que ça. Je vous assure qu'en 15 ans de pratique de ce processus, il y a encore des fois où je me retrouve dans la poisse totale avec l'observation. Donc, qu'est-ce qui nous fait dire que quelqu'un parle trop ou quelqu'un n'est pas réceptif? Concrètement, qu'est-ce qu'on voit? Il n'écoute pas, mais il va dire « mais si, je t'écoute ». C'est que moi, je suis juste capable de faire 3 trucs en même temps. Ah, il n'entend pas, mais si, je t'entends. Je passe ma vie à t'entendre. On ne se sent pas entendu, alors qu'est-ce qui vous ferait dire que vous ne vous sentez pas entendu? Pardon, vous dites? Ah, l'autre ne me demande pas mon point de vue, donc par exemple, ce serait, ça fait 10 minutes que tu parles et pour l'instant, je n'ai pas entendu que tu me demandais comment c'était pour moi. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Ouais. Est-ce que ça vous va, madame? Ou est-ce que vous aviez une autre vision? Ça peut être plus subjectif, ça peut être juste... Enfin, oui, là, c'est dit avec des mots clairs et précis, mais ça peut être juste une impression dans la conversation sans pour autant que l'on puisse mettre des mots sur ce que la personne dit ou fait précisément. Oui, j'aime beaucoup ce que vous apportez comme précision. L'impression, en tout cas, que l'autre n'est pas réceptif. Est-ce que c'est ça? Oui, alors on va voir que ce processus est un processus qui nous aide aussi à prendre la responsabilité de ce qui nous traverse. Peut-être qu'à un moment, j'ai l'impression que l'autre n'est pas réceptif. Mais si je prends cette responsabilité, alors c'est déjà un pas vers le lien. Dire, je me dis ou je me raconte que tu n'es pas réceptif. Vous voyez, je ne suis pas en train de dire à l'autre qu'il n'est pas réceptif, et il n'est pas réceptif, pardon. Ça c'est tung-tung. Il faut que je me remette la tête dans l'autre sens. Juste, je suis en train de me raconter quelque chose parce que vous comme moi, eh bien, nous avons quelquefois ce que j'appelle comme un théâtre mental. Il nous arrive des trucs, on se raconte des choses. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, de façon assez régulière, je me raconte des choses. Donc, je peux me raconter que la personne avec laquelle je suis n'est pas réceptive. Et donc, à ce moment-là, tout le processus sera en lien avec une vérification entre ce que je me raconte et la réalité de ce que l'autre vit. Donc, je me raconte que tu n'es pas très réceptif, et quand je me raconte ça, eh bien, on va voir quel impact ça a à l'intérieur de moi. Ça va, c'est plus clair pour vous? Alors, dans un de mes stages, je demande à une observation au groupe qui était présent, et une femme dit « Mon mari est con ». Alors, je lui dis, mais oui, ça, je peux tout à fait... voilà. Mais je lui dis, qu'est-ce qui, concrètement, te fait dire qu'il est con? Mais elle me dit, je te dis qu'il est con. Je fais, mais en observation, qu'est-ce que tu vois? Alors là, elle me dit, je suis dépitée. Hein. Je te dis qu'il est con, ça se voit, non? Alors, moi, je lui dis, mais comment est-ce que je pourrais voir ça concrètement? Qu'est-ce qui pourrait me... Ah, elle me dit, ça y est, j'ai trouvé. Alors moi, je me détends toutes les cellules. Elle me dit, tu veux que je te dise, même ma voisine trouve qu'il est con. Vous voyez, juste pour vous dire que quand on est quelquefois collé à une situation, il y a quelque chose en nous pour qui c'est rude de pouvoir prendre, vous voyez, cette distance. Et donc, je lui ai dit, mais admettons que j'arrive chez toi. Est-ce qu'il y a un fait? Est-ce qu'il dit quelque chose? Est-ce qu'il se comporte d'une certaine manière? Dis-moi ce que tu vois. Elle a refait 1 ou 2 fois. Il est con.
Et donc, on a accompagné ce mouvement jusqu'à ce qu'elle me dise quelque chose qui était concret, qui était, quand je rentre dans la maison, soit il me dit que je suis mal habillée, soit il me dit que j'ai rien foutu de la journée, et après, les exemples arrivaient d'une manière plus fluide. Mais voyez, si on s'adresse à son compagnon ou à son mari en disant qu'il est con, moi, je ne suis pas sûre que ça augmente les chances de vivre une relation de qualité, si c'est mon intention. D'accord ? Donc, par contre, si je dis, voilà, ça fait 3 fois que je rentre cette semaine dans la maison et que tu me dis que je suis fagotée comme un manche, voilà ce que ça me fait. Et on va voir comment on va passer à l'étape d'après. Donc, vous voyez, là, on est en train de repérer que, à partir du moment où on confond les observations avec les jugements ou les interprétations, eh bien, ça nous coupe de nos élans de contribution. Marshall Rosenberg, c'est quelqu'un qui s'est fait casser la figure à l'âge de 7 ans lors des émeutes et des tensions raciales à Détroit. Et il a vécu quelque chose qui était assez rude pour lui parce que les garçons qui l'ont frappé parce qu'il était juif. Il a entendu Sal Youpin et les 2 garçons qui l'ont frappé avaient un sourire affiché sur leur visage. Et à 7 ans, il a réalisé que un nom de famille ou une couleur de peau, une religion, etc., ça pouvait avoir des conséquences. Et ce petit bonhomme, alors que dans la même journée, il a vu son papa et son oncle prendre soin... Bonsoir. Soyez le bienvenu. J'imagine que vous avez fait du mieux que vous avez pu pour arriver à cette heure-là. Mais oui. Moi, j'aime beaucoup travailler avec le vivant. Pourquoi ? Parce qu'avant d'être formée, je me serais dit, non mais franchement, comment c'est possible d'arriver en retard comme ça ? Vous voyez ? Et puis on m'aurait dit, c'est une observation. J'aurais dit, oui, c'est une observation, il est en retard. Aujourd'hui, j'ai la sécurité de dire, voilà, cet homme arrive, il est 7h15, quand la conférence démarre à 19h. Ça, c'est une observation. Il est en retard, c'est un jugement. Vous voyez la différence ? Et depuis que cette approche me parle et que je me souviens que tous les êtres humains, quel que soit ce qu'ils font ou quel que soit ce qu'ils disent, ils font du mieux qu'ils peuvent et ils nourrissent certains besoins, alors ça permet d'ouvrir mon cœur d'une manière assez extraordinaire. Et cette vision m'a profondément soutenue dans les lycées, justement, parce que quand j'accueillais un élève qui arrivait avec un décalage par rapport à l'heure qu'on s'est dite, et que moi j'ai la sécurité de me dire qu'il a fait du mieux qu'il pouvait, alors ça crée des relations d'une certaine qualité. Et je voyais que les fois d'après, chaque élève faisait du mieux qu'il pouvait pour arriver, pour honorer les horaires, parce qu'ils avaient été entendus pour les moments où pour eux, ça avait été plus que difficile d'arriver à l'heure dite. Donc vous voyez, ce processus, c'est un processus qui va nous amener à prendre la responsabilité, nous, de ce qu'on dit ou ce qu'on fait. Donc, merci en tout cas d'être arrivé à cette heure-là, parce que ça me permet de partager cette vision. Ah, vous êtes infirmier. Alors, on a un joli point commun, puisque j'ai commencé à dire aussi la conférence par le fait que j'étais aussi infirmière. Donc, bienvenue, chers collègues. Moi, je suis passée de la réanimation cardio-pulmonaire à la réanimation de la communication. C'est une expression d'une de mes collègues, Pascal Mollo, avec laquelle j'aime et j'apprécie travailler. Et j'adore cette expression. Donc, je pratique mon métier d'une manière différente maintenant. Donc, Marshall, en fait, quand il se fait casser la figure, ça va devenir comme une quête. Et il va partir d'un présupposé auquel vous n'êtes pas obligé d'adhérer, qui est prouvé maintenant. Il est parti du présupposé que tous les êtres humains, à la naissance, aiment contribuer au bien-être, que ce soit le leur, celui des autres ou celui de la planète. C'était osé il y a 60 ans. Et aujourd'hui, on prouve dans les crèches que les enfants naissent avec cet élan de contribution. Et donc, quand il est parti de ce présupposé, il s'est dit, si nous naissons avec l'élan de contribution, mais qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, on se coupe de cet élan et qu'est-ce qui fait que les autres se coupent de leur élan? Donc, il est devenu docteur en psychologie, il s'est installé. Et puis, à un moment, il travaillait dans une unité où on lui demandait de faire des rapports et des rapports et des rapports sur les patients. Et il n'en pouvait plus parce que lui, il n'avait qu'une intention, c'était d'être au contact de ceux qu'on appelait les malades.
plutôt qu'être au contact des papiers. Donc en fait, il a refusé de faire les dossiers médicaux, et puis il s'est fait virer, et puis il a choisi de devenir chauffeur de taxi la nuit pour nourrir ses gamins et de réintégrer l'unité de recherche avec Carl Rogers et Gentling. Carl Rogers travaillait sur la dynamique psychologique des êtres humains, Gentling travaillait sur la sagesse corporelle, et lui, il s'est dit, moi, je vais mettre mon attention sur le langage. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se coupe de notre élan de contribution? Et il a fait le pari que peut-être dans le langage, il y avait quelque chose, en tout cas, qui nous coupait ou qui coupait les autres. Donc là, on a commencé à voir gentiment ensemble que les jugements peuvent, à certains moments, couper la relation. Vous voyez, quand on dit à l'autre, tu insultes l'automobiliste, ou t'écoutes pas, ou t'es pas réceptif, ou t'es con, globalement, ça augmente pas les chances. Alors, dans les jugements, on a vu les interprétations. Dans les jugements, on peut mettre les étiquettes, mais celles qu'on colle aux enfants. T'es nul en maths à 6 ans. Ou, toi, mon chéri, t'es pas tombé dans la bassine du français. Le gamin, il a 7 ans. Et puis, on se rend compte que quand il passe le bac de français, globalement, il a honoré l'étiquette que les adultes lui ont donnée. Si vous voulez lire les travaux des neurosciences, des avancées qui sont faites, Catherine Guéguin, qui est une pédiatre, a écrit 2 bouquins, Être heureux avec son enfant, pour une enfance heureuse et être heureux avec son enfant, où elle retrace en fait les grandes avancées des neurosciences. Et aujourd'hui, on est capable de montrer scientifiquement, avec des IRM, des scanners, l'impact de la bienveillance ou de la moins bienveillance sur la structure du cerveau des enfants. Donc quand on pose une étiquette à un enfant, qu'il est nul, que c'est un bandit, que c'est une graine de voyou, eh bien l'enfant va honorer ce que l'adulte a dit. Par loyauté, les enfants vont s'arranger pour que jamais l'adulte ait tort. Donc je trouve intéressant, en tout cas moi je suis ravie d'avoir un public aussi nombreux ce soir, parce que peut-être il y a des trucs qui vont comme vous marquer, et peut-être que ça vous amènera à revoir les situations, ou en tout cas à peut-être vous comporter d'une manière qui puisse soutenir le développement, en tout cas du cerveau des enfants. Donc les étiquettes, les diagnostics, les comparaisons. Ton frère, lui, est-ce que vous vous souvenez avoir entendu des comparaisons dans votre existence? Oui, visiblement oui. Est-ce qu'il y en a qui voudraient les offrir au groupe? Oui. Vous avez une sœur qui a 3 ans de moins? Oui. Ah. Mais oui. Et ça l'a marqué. Mais oui. Et ça a marqué aussi nos relations et nos rapports, parce qu'elle m'en a voulu, même si c'était pas moi la responsable. Oui, donc vous voyez, un impact de la comparaison, c'est que par rapport à l'estime qu'on peut avoir de nous-mêmes, ça a un impact. Et puis quelque part, dans les relations entre les personnes qui sont comparées, eh ben, ça peut aussi en fait jouer. Oui. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que tu as déjà entendu des comparaisons? Je crois que tu voulais parler tout à l'heure. Que je suis pas comme ma petite soeur, ma grande soeur. Ouais, il y a des gens qui disent que tu n'es pas comme ta petite sœur ou ta grande sœur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, vraiment? Est-ce que ça veut dire... Qu'est-ce qu'ils te disent, les grands, quand ils disent ça? En fait, des fois, mon père, il me confond avec ma petite soeur. Ah, ton papa, il te confond avec ta petite sœur. Mais oui, il se trompe, c'est ça? Oui. Mais oui. Et comment c'est pour toi, quand ton papa, il te confond avec ta petite sœur? Est-ce que c'est plutôt agréable? Est-ce que c'est plutôt désagréable? Dis-moi. Des fois, c'est drôle. Ah, il y a des fois où c'est drôle. Oui. Oui, il y a des moments où ça t'amuse? Ouais. Oui, c'est comme un jeu. Oui, c'est ça? Oui. Alors, vous voyez, après, d'un moment à l'autre, d'une situation à l'autre, ça peut avoir des effets complètement différents. Tout va dépendre, bien sûr, de l'intention avec laquelle la comparaison est faite. Moi, j'ai un exemple concret pour les comparaisons. Mon fils aimait tellement aller à l'école que 3 fois par semaine, minimum, il oubliait son cartable.
On arrivait devant la porte, il disait « j'ai oublié mon cartable ». Et moi, en bonne mère, n'est-ce pas, de l'époque, je lui disais « écoute Étienne, mais c'est pas possible, regarde tes sœurs, elles y pensent, elles ». Moi, si on m'avait demandé quelle était mon intention à cette époque, j'aurais dit que c'était pour l'encourager. Mais oui, pour moi, c'était le moyen que j'avais trouvé pour encourager ce gamin à penser à son cartable. Le jour où j'ai entendu que les comparaisons, c'était des poisons, je me suis quand même un peu effondrée et j'ai réalisé que peut-être que pour l'encourager, j'aurais pu trouver d'autres moyens. Mais sans le savoir, il me semblait que c'était une voie, en tout cas, d'encouragement. Vous voyez, donc, maintenant que je sais que les comparaisons, c'est des poisons, alors je peux choisir l'encouragement avec un autre moyen que la comparaison. Dans les jugements, on va voir qu'il y a des mots qui coupent de l'instant présent. Alors ça, c'est les toujours, les encore, les jamais, vous voyez, les trucs qui font plaisir. Avec toi, c'est toujours pareil, je ne peux jamais compter sur toi. Là, comme ça, au moins, vous avez la totale. Et là, toc, vous avez tout de suite l'élan de contribution. Et tout à l'heure, j'entendais Betty qui disait qu'à l'adolescence, quelquefois, il peut y avoir comme des changements et comme si, en fait, on voit l'adolescence comme une crise et où l'enfant, en fait, à certains moments, enfin l'enfant, l'ado de 15 ans, ou l'être humain de 15 ans s'insurge. Oui, d'un seul coup, il a les moyens de vous dire que ces mots-là, profondément, ça le révolte. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on parle de la crise à ce moment-là? Moi, je ne crois pas du tout à la crise à l'adolescence, je crois plutôt à la crise des parents qui, d'un seul coup, réalisent que l'enfant tellement sage et bien dressé qu'ils ont mis au monde, d'un seul coup, il a les moyens de l'argumentation et de la contre-argumentation. Donc, quand les enfants sont petits, on va chez mamie, youpi! Vous voyez? Puis alors, nous, on se dit, oh, ils sont gentils, on les a bien élevés. Putain, on a réussi, hein? Et puis, à 15 ans, on va chez mamie, samedi soir, elle fête son anniversaire. Et là, non, mais c'est... Attends, là, c'est une blague. Non, mais j'ai une sortie avec mes potes. Non, mais attends, l'autre, là, elle ne peut pas fêter son anniversaire le dimanche midi à son âge. Et là, on dit, ils sont en crise. Non, ils sont en train de parler de quelque chose d'important pour eux. Et ils l'expriment d'une manière qui, en tout cas, peut être vécue comme tragique par les parents. On va voir qu'avec ce processus, on va pouvoir accompagner certains mouvements, pas que je sois d'accord avec la façon dont ils s'expriment, mais qui va soutenir, en tout cas, le fait de pouvoir maintenir un lien dans des conditions qui sont quelquefois plus rudes que là où on aurait imaginé qu'ils nous répondent. Donc là, on en est au stade où on a éliminé les jugements, presque. C'est-à-dire au sens de si je m'exprime avec un jugement, alors je ne risque pas d'augmenter les chances de préserver le lien. Et ce que j'apprécie tout particulièrement dans ce processus, c'est qu'on va voir qu'on va prendre plaisir à nos jugements, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir les moyens de transformer ce qu'on appelle les jugements moralisateurs en jugements de valeur. Moi, petite, j'entendais beaucoup, il faut être gentil, il ne faut pas juger, c'est pas bien de dire du mal des voisins, c'est pas OK. Bon, très bien. Et qu'est-ce que je faisais avec tous les jugements que j'avais dans la tête? Ben, pas grand-chose. Et là où j'ai adoré ce processus et où je continue d'adorer, c'est que je vais prendre plaisir à mes jugements pour les transformer. Une des expressions qui est ma préférence, que je suis née dans une ferme, c'est que je dis souvent à la CNV, c'est l'art de transformer la merde en compost. Donc je vais prendre la pleine puissance des jugements qui sont les miens, aller regarder quelle valeur je porte derrière ces jugements pour arriver dans la relation avec quelque chose qui va pouvoir préserver le lien. Donc, première étape, les jugements, dans ce qui coupe. Deuxième étape, si votre rêve, c'est de vous rendre la vie moins que gracieuse, vous jugez. Si votre rêve, c'est de vous rendre la vie encore moins gracieuse, alors je vous invite à vous comporter avec les autres êtres humains avec des ordres et des exigences.
c'est-à-dire tous les moments où vous cherchez à obtenir satisfaction à n'importe quel prix. Alors là, on a des moyens qui sont extraordinaires. Donc quand je veux obtenir quelque chose et à n'importe quel prix, alors je vais pouvoir menacer les autres, je vais pouvoir les punir, je vais pouvoir leur promettre des récompenses, je vais pouvoir les blâmer, je vais même envisager peut-être la culpabilisation. Peut-être je vais pouvoir imaginer faire en sorte qu'ils aient honte. D'une certaine manière, il est facile d'obtenir ce que nous voulons. Ou en tout cas, si vous n'obtenez pas ce que vous voulez avec ça, bah franchement, je ne sais pas ce qui vous arrive. Alors on va voir qu'avec ce processus, l'idée c'est moins d'obtenir ce que l'on veut que de se demander à partir de quel élan j'aimerais que les autres fassent ce que je leur demande. Donc quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, à partir de quel élan vous aimeriez que la personne fasse quelque chose? À partir de quel élan vous aimeriez que la personne, elle change peut-être quelque chose? À partir de quel élan? Je ne comprends pas bien à partir de quel élan. Ah, vous ne comprenez pas bien? D'accord, super, merci en tout cas. Quand vous demandez quelque chose, je ne sais pas moi, à un enfant, à un collègue, vous lui demandez de faire quelque chose, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur cette personne quand elle va faire les choses? Oui, à partir du plaisir. Oui, à partir de la joie. Chérie, est-ce que tu veux vider la vaisselle? Ah ouais, j'adore tellement te soutenir. Est-ce que tu serais d'accord pour accompagner le gamin au basket? Ah ouais, mais j'aime tellement, tellement, tellement notre relation, ce soutien mutuel. Vous voyez, notre rêve, c'est ça. C'est de pouvoir obtenir des choses depuis un espace d'un élan partagé. Est-ce que c'est plus clair pour vous, madame? Oui. Donc, le chacal, qui est la vision conditionnée de notre éducation, lui, il va obtenir satisfaction à n'importe quel prix. La girafe, hop, qui est là, elle va se dire, ah, à partir de quel élan j'aimerais que les choses se fassent. Vous voyez la différence? Et donc, quelque chose en tout cas que moi j'apprends, parce que je reviens de loin avec une éducation conditionnée, c'est de faire les choses à partir de la joie. Donc plus je fais les choses à partir de la joie, plus je vais pouvoir inspirer les gens qui sont autour de moi. Donc dans notre système, où nous avons été punis, la punition, c'est souvent la seule stratégie que les grands, en fait, utilisaient pour obtenir quelque chose. Et une des grandes craintes des éducateurs, quand je travaille dans les lycées, dans les collèges, au ministère, au rectorat, c'est de se dire, mais alors, si on ne les punit pas, qu'est-ce qui nous reste pour leur donner des repères? Donc, une des grandes craintes, effectivement, c'est de ne pas savoir faire autrement que de faire à partir des punitions et des récompenses. Donc ça, dans les formations, on travaille là-dessus sur comment est-ce qu'on va pouvoir se faire entendre d'une manière, en tout cas, qui donne envie à l'autre d'interagir et de contribuer. Si on veut continuer à se rendre la vie extrêmement tragique, le troisième axe que Marshall a mis en évidence, c'est ce qu'on appelle le déni de responsabilité, qui est, d'après lui, et dans mon expérience aussi aujourd'hui, un des plus grands fléaux, qui est le déni de responsabilité de nos actes. Et on va voir comment, de nos sentiments, de nos paroles. Le déni de responsabilité, c'est ce qui fait que des millions de juifs sont morts dans des fours. Et à un procès, en tout cas, où on interrogeait un cadre nazi, on lui disait, mais comment c'était possible pour vous? Est-ce que c'était pas trop dur de pouvoir envoyer comme ça des millions de gens? Il disait, ah non, c'était super simple. Donc, les gens au procès, en entendant ça, disaient, waouh, mais
comment c'était simple. Il disait pourquoi? Parce que on disait c'est pas nous, c'est quelqu'un qui nous a dit de faire ça. Donc, la plupart du temps, le langage que nous utilisons est un langage de déresponsabilisation. C'est pas moi, c'est le règlement, c'est la législation, c'est mon chef qui dit ça. Tous les moments où chacun d'entre nous, nous pouvons être amenés à dire « je n'ai pas le choix », c'est l'autre qui m'a dit de faire ça. Est-ce que ça peut vous arriver à certains moments de dire « j'ai pas le choix » ? Oui, toi tu... Ah, alors quand est-ce que tu te dis que tu n'as pas le choix ? À l'école. À l'école, voilà. Vous voyez le conditionnement ? J'ai pas le choix, je suis obligée d'aller à l'école. Donc quand je suis, en tout cas, comme équipée de cette vision, alors je vais me dire, je vais accompagner mon enfant en disant « Qu'est-ce qui fait que tu choisis d'aller à l'école ? Qu'est-ce qui fait que tu choisis d'aller à l'école ? » Qu'est-ce que tu aimes bien à l'école ? Les devoirs. Ah, tu aimes bien les devoirs. Ouais. Tu aimes bien travailler, c'est ça ? Est-ce que c'est parce que tu aimes bien apprendre ? J'aime pas trop. Il y a des exercices que j'aime pas trop, mais c'est bon. Oui, il y a des exercices que tu n'aimes pas trop, mais en général, tu aimes bien apprendre. Donc, vous voyez, soit je maintiens les enfants dans tu n'as pas le choix, il faut bien aller à l'école, ou qu'est-ce qui fait que tu peux choisir d'aller à l'école? Où est-ce que tu as de la joie à aller à l'école? Supposons que vous soyez mes enfants. Et je vous dis, de toute façon, je n'ai pas le choix, il faut bien qu'il y en ait un qui travaille dans cette maison pour vous offrir vos baskets à la mode, tes lunettes Ray-Ban ou je ne sais pas quoi. Et juste regardez, en tant qu'enfant, si vous entendez ça, commencez dans votre corps. Si je vous dis, de toute façon, c'est pas le choix, il faut bien qu'il y en ait un qui bosse dans cette baraque. Comment c'est pour vous à l'intérieur? La culpabilisation, ouais. C'est lourd. Vous dites? Ah, ça donne pas envie de grandir, ouais. Alors j'aime beaucoup votre réflexion, madame, parce que j'ai longtemps travaillé dans un collège et lycée. Et on me demandait, Véronique, il faut motiver les gamins en 3e pour l'orientation. J'ai compté sur moi. Comptez sur moi pour les motiver. On va déjà travailler d'où ils viennent et quels sont les messages qu'ils entendent chez eux. Puis après, on verra. Donc là, naturellement, vous dites, ça ne me donne pas envie de grandir. Par contre, si je vous dis, moi, je choisis d'aller travailler parce que j'aime partager ce que je reçois depuis des années. J'aime aussi, en échange de mon travail, recevoir de l'argent parce que j'aime, à certains moments, qu'on puisse s'offrir des choses ensemble. Alors, vous préférez être la maman de qui? Donc, vous voyez, tout ce processus, c'est juste un processus qui va mettre en lumière nos habitudes de langage et voir qu'est-ce que je retiens qui va servir le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Donc, déni de responsabilité de nos actes. Vous voyez, par exemple, c'est vous arrivez à la poste et puis vous avez un ticket où on vous dit Madame Gaspard, vous pouvez retirer votre colis le 4 juillet à partir de 16h. Vous arrivez le 5 à 10h du matin, vous dites vous êtes dans les clous. Et puis le préposé va à l'arrière-boutique et revient en disant j'ai pas trouvé votre colis. Ah c'est mon collègue, il fait n'importe quoi, il range pas correctement les paquets. Moi, à l'intérieur, c'est comme une dépression. Je me dis, il y a des moments où j'aimerais sauter par-dessus le guichet pour lui mettre un coup de casque. Les meilleurs jours. Parce que c'est comme si moi je me retrouve là, plantée devant le guichet en me disant mais elle me parle de quoi? Oui, il me parle de quoi? Si cette personne me disait vraiment, je ne trouve pas votre colis, donc elle prend la responsabilité. Je suis vraiment désolée, parce qu'on aimerait honorer l'engagement qu'on a avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord pour me donner votre numéro de téléphone et que je vous appelle quand j'aurai retrouvé le colis? Là, je peux vous assurer que j'aurai toutes les cellules détendues. Mais dès que je commence à entendre « c'est pas moi, c'est l'autre », je vois le dragon à l'intérieur de moi qui se réveille. Et, pour terminer sur le déni de responsabilité, j'aimerais vous partager ce que peut donner le déni de responsabilité de nos sentiments, qui est un des axes, pour moi, les essentiels de ce processus. Quand vous étiez petit et que vous étiez en colère,
Qu'est-ce que vous entendiez chez vous? C'est ah, va dans ta chambre, ouais. Bravo, bravo. Va dans ta chambre. C'est pas belle, oui. Calme-toi. Pardon? Dépêche-toi, oui. Ah, tu me déçois. J'y crois pas une seule seconde. Est-ce qu'il y en a parmi vous dont les parents, quand vous étiez en colère, ont invité les voisins pour célébrer l'énergie de vie qui vous traversait? Non? Ok. Quand vous aviez peur, est-ce que vous avez entendu des messages particuliers? C'est rien? Arrête de faire la froussarde. Ah, t'as trop d'imagination. Ouais. Est-ce que, quand vous étiez joyeux, vous entendiez des messages particuliers? Calme-toi. Moi, ma mère, qui est une grande optimiste, elle me disait te réjouis pas trop vite. C'est pas ce qui t'attend demain. Mais elle est fabuleuse, ma mère. Hein. 80 années après, elle continue sur la même lignée. Il y a moins de 2 ans, elle m'a dit « T'as mangé ton pain blanc, je pense que maintenant tu vas manger ton pain noir. » Mais la grande différence, c'est que maintenant, à la fin de sa phrase, elle dit « Oui, ça tu vas me dire que ça t'aide pas. » Célébration. Donc, regardez ce qui s'est passé. Quand nous étions petits, nos parents, d'une certaine manière, n'avaient pas les moyens d'accompagner les émotions qui étaient les nôtres. Nos parents faisaient du mieux qu'ils pouvaient, et moi, j'ai fait du mieux que je pouvais avec mes enfants, c'est-à-dire que j'ai reproduit exactement les mêmes schémas que ceux dans lesquels j'ai été élevée, jusqu'au moment où j'ai découvert cette approche. Et nos parents, comme ils n'avaient pas les moyens, ils faisaient en sorte de limiter la casse, de minimiser ce qu'on ressentait, parce que c'était certainement là le moment où eux, ils pouvaient avoir les moyens de faire quelque chose. Donc là où j'aime beaucoup cette approche, c'est que pour moi, ça m'a beaucoup mis en amour avec mes parents quand je me relie au fait qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Et j'aime ce processus pour ça aussi, c'est-à-dire cette capacité à entrer en amour avec le fait que chacun a fait du mieux qu'il pouvait à un instant donné et que personne leur avait offert une vision différente par rapport à celle que je suis en train de vous proposer. Là, si ça s'était arrêté là, notre éducation, je dirais que ça aurait peut-être été la moitié de la casse. Mais non, il y a un petit détail supplémentaire qui va faire la différence. Quand vous étiez petit, est-ce qu'à certains moments, vous avez pu croire que vous étiez responsable des émotions de vos parents? Qu'est-ce que vous avez pu entendre qui vous aurait amené à croire que vous étiez responsable? Ah, n'énerve pas ta mère. Ah, à cause de toi. Est-ce qu'il y avait une suite? Ah, j'ai mal à la tête à cause de toi. On a un pouvoir quand on est un gamin. Psst, t'as mal à la tête. Oui. Ah, j'ai des cheveux blancs à cause de toi. Ouais. Ah, après tout ce que j'ai fait pour toi. Hein? Ouais. Ton père va être en colère avec les mauvaises notes. Bon, moi, mes parents étaient en colère et dépités pendant à peu près 15 ans avec les notes. Et en même temps, maintenant, c'est moi qui assure des formations rectorat. Ça me fait tellement rire. Comme quoi, le hasard, la vie. Donc, vous voyez, à la fois, nos parents n'avaient pas les moyens d'accueillir ce que nous vivions dans notre corps. Et d'une certaine manière, on a pris la charge des émotions de nos parents. Donc on a la colère de la mère, la tristesse du père, le dépit de la grand-mère parce qu'on n'a pas mis la robe à carreaux qu'elle nous a offert à Pâques. Vous voyez, on avance dans la vie à peu près comme ça. Là, on va voir que ce processus va nous aider à nous reverticaliser, c'est-à-dire que nous passons d'une éducation horizontale, je vais vous le faire en grand peut-être, nous passons d'une éducation horizontale à cause de toi ou parce que tu as retrouvé notre verticalité
Oui, je peux éprouver de la tristesse, oui, je peux éprouver de la rage, de la colère, de la joie, de l'anxiété, de l'extase, peu importe, parce que, et là, vous voyez, on descend le parce que d'un petit étage, parce que certains de mes besoins sont satisfaits ou pas. Et donc là, on va pouvoir s'appuyer sur les perceptions, on va pouvoir s'appuyer sur les ressentis, les perceptions, les ressentis, les émotions, les sensations corporelles, qui vont être simplement le témoin de la vie qui nous traverse. Donc quand je perçois des choses qui sont agréables dans mon corps, c'est le témoin que certains de mes besoins sont satisfaits. Et puis quand je perçois des choses dans mon corps que je vis d'une manière désagréable, alors il y a quelque chose en tout cas qui aspire à être entendu. Donc je vais reprendre la responsabilité de ce qui me traverse. Et si vous entendez, si vous observez, je n'ai pas parlé d'émotions positives ou négatives, puisque ce serait juste, dans les jugements, une vision binaire de la vie, plus et moins. Les émotions, c'est comme le témoin lumineux d'un tableau. Ça, c'est une voiture, hein. J'ai un niveau de dessin qui peut amuser certains. Voilà, une voiture. Quand vous prenez votre voiture et qu'un voyant lumineux s'allume sur le tableau de bord, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui court à la cave, cherche un marteau, défonce le tableau de bord, je ne vais pas me laisser emmerder par un voyant. Moi, ce que je veux, c'est aller au boulot. Qu'est-ce que vous faites quand il y a un voyant lumineux sur un tableau de bord? Vous en prenez, voilà, vous prenez en compte le voyant. Soit vous avez les moyens de lever le capot et de regarder dessous parce que vous êtes, c'est votre spécificité. Moi, c'est pas la mienne. Donc, quand il y a un truc qui s'allume, je vais chez le mécano. Mais en tout cas, j'entends ce que me dit ce voyant lumineux sur le tableau de bord. Les créateurs de voitures, pourquoi s'ils ont mis ces voyants lumineux? Ils se sont dit, pauvre Véro, là, si elle doit conduire en ayant un œil sous le moteur, on ne sait pas où elle va arriver. Donc, on va lui remettre au niveau un voyant lumineux, puis au moins, ça lui permettra de pouvoir suivre la route tout en sachant ce qui se passe sous le capot. Eh bien, le créateur, alors quel que soit son nom, Dieu, Bouddha, Mahomet, XB27, voilà, il nous a équipés de ces voyants lumineux qui sont les sensations, les émotions et qui sont le témoin de la vie qui coule en nous et qui aspire à être entendue. La grande différence, c'est que quand on ignore les voyants lumineux sur une voiture, elle s'arrête plus vite que nous, les êtres humains, quand nous ignorons nos voyants. Et que la plupart du temps, eh bien, comme nous n'avons pas appris à être écoutés, à s'écouter, eh bien, nous finissons par être comme des cocottes minutes sur pattes, des Bob l'éponge, quand je travaillais dans les lycées. Ça leur parlait. Et donc, dans la vie, on accumule des contrariétés, des petites, des grandes, des moyennes, je ne sais pas si ça vous parle. Et puis, il y a un jour, il y a une goutte qui fait déborder la vase. Alors, deux manières que ça explose ou que ça implose. Soit on a été bien éduqué. Alors, de temps en temps, quand je suis un peu en forme, quand j'étais la dernière fois au rectorat de Créteil, je disais quand on est bien éducastré, c'est-à-dire quand on nous a appris à bien la boucler, à surtout rien exprimer, la pression, elle commence, elle s'accumule, et puis il y a un moment où le cul de la cocotte, où l'éponge, elle implose. Donc, elle implose et ça passe par la culpabilité, c'est-à-dire que je juge mes actes. Quelquefois, ça passe par la honte. Je me juge, je porte un jugement de valeur sur moi. Et la somme des deux, eh bien, ça donne la dépression. C'est-à-dire que la pression augmente de la cocotte et il y a un moment où j'ai plus les moyens de faire quoi que ce soit. Je m'effondre. Et puis, quelquefois, comme les caoutchoucs d'une cocotte minute qui laissent passer un peu d'air, eh bien, plutôt que d'imploser, je vais exploser. Et là, je vais exploser sous forme de colère. La colère qui peut être contre moi ou contre un autre. Mais ça va toujours être le témoin de quelque chose qui n'a pas été entendu à l'intérieur de moi. Donc là, où est-ce qu'on en est ensemble? On en est à avoir la clarté sur qu'est-ce qui peut nous couper de nos élans de contribution. Donc maintenant, vous savez que les jugements moralisateurs,
les ordres, les exigences, avec toute la batterie des punitions, des récompenses, la culpabilité et déni de responsabilité, ça a un impact. Donc, maintenant que on a éliminé tout ça, est-ce que vous vous sentez plus léger, plus tranquille qu'avant le début de la conf? Non, ça va? Donc, là, on est en train de repérer ce qui nous coupe. Alors, je vous invite à revenir à votre exemple. L'exemple tout à l'heure que vous avez choisi, où il y a quelque chose qui dit ou fait quelque chose qui, en tout cas, vous stimule. Vous avez dans votre tête l'observation. Alors, juste vous invite à prendre un temps et regardez quand vous êtes en lien avec cette observation, comment est-ce que vous vous sentez? Quand vous êtes en lien avec ce que cette personne dit ou fait, juste regardez comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez des sensations, des ressentis, des perceptions corporelles? Peut-être il n'y a pas de mots. Juste observez. Comment c'est dans votre corps quand vous êtes en lien avec cette observation? Juste comme goûter le fait que votre corps, il est au service de quelque chose. Est-ce qu'il y en a certains qui veulent partager des mots juste pour que je vois si on a la même vision de ce que peut être un sentiment? Comment vous vous sentez si on fait on récupère des sensations? Vous dites? La colère. En colère, oui. Comme du vide, oui. Le cœur qui bat. Une angoisse. Frustration, oui. Ah, une envie de pleurer. Vous dites? Oui, vous êtes comme pleine de compassion, c'est ça? Oui. Oui? Pardon? Ah, vous vous sentez incompris. Alors, vous vous sentez incompris. Le chacal, il fait « Waouh !» Merci beaucoup. Alors, quand je vais m'adresser à quelqu'un, si mon intention, c'est de créer des relations de qualité, alors, si dans les sentiments, j'implique l'autre, ça risque d'avoir des conséquences dans la relation. Parce que si je dis à quelqu'un « je me sens incompris », je vous dis d'ailleurs, ben voilà, ce soir, franchement, là, je me sens complètement incomprise. Comment ça fait dans votre corps? Qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire? Vous dites? Oui, que c'est vous. Donc, regardez, il y a un piège dans le langage qui est, ça commence par « je me sens » et le mot qui arrive derrière est en train d'impliquer l'autre. C'est ce qu'on appelle des évaluations masquées. D'une certaine manière, on va comme juger l'autre d'une manière absolument pas consciente. Mais l'autre, par contre, lui, il va le recevoir et ça va avoir des conséquences dans la relation. Donc, quand je dis « je me sens incomprise, je me sens attaquée, je me sens humiliée, je me sens abandonnée », alors la personne peut le vivre comme quelque chose, en tout cas, enfin, elle peut en tout cas le vivre comme un jugement. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, quand vous dites que vous vous sentez incompris, commencez juste dans votre corps. Vous dites? Excusez-moi, j'entends pas. Ah, vous dites la vie continue, c'est ça? Je vais d'un côté, l'autre va de l'autre? C'est ça? Ah, parce que comme je suis loin, j'entends pas tellement. Oui. Donc, d'une certaine manière, par rapport à la situation que vous avez choisie, quand vous, en tout cas, quelque chose en vous se vit comme une forme d'incompréhension, est-ce que ça vous donne envie comme de vous protéger et comme de changer de route? Est-ce que c'est ça? Ah, est-ce que, Sam, tu peux donner un micro, non? Ah, il marche pas? Tu dis? Ah. Ah, parce que comme ça, je suis gênée, en tout cas, j'aime bien pouvoir me mettre en lien. Et là, j'avoue que
C'est le monsieur tout en haut. Ah. Oui, donc je disais, c'est pas moi qui ai choisi la situation, c'est plus l'autre. Donc du coup, je me sens incompris par son choix. Ah, alors est-ce que vous seriez d'accord pour que je puisse me mettre vraiment en lien, de partager l'observation avec laquelle vous avez démarré l'exercice? Qu'est-ce que cette personne a dit ou fait et qui, d'une certaine manière, en tout cas, vous fait grincer? Je pense que c'était une dispute suite à de la jalousie amicale. Donc, la personne, en tout cas, a dit ou fait quelque chose que vous interprétez comme une dispute. Est-ce que c'est ça, lié à une jalousie? Ah oui, dispute, il y a eu, oui. Mais par rapport justement suite à de la jalousie, je pense. Quand je cherche à savoir pourquoi. D'accord. Donc, jalousie, observation, interprétation. Interprétation. Donc, qu'est-ce qui vous fait dire ça concrètement? Le fait de ne pas se plus pendant longtemps et puis de ne pas m'être après concentré sur cette personne-là, mon retour par exemple. D'accord. Donc, en fait, les faits, c'est on ne s'est pas vu pendant 1 an ou 2 ans, je ne sais pas quelle est vraiment la réalité, et quand je reviens, eh bien, je prends la responsabilité, je vois que je n'ai pas forcément prêté attention à cette personne. Est-ce que c'est ça? C'est exactement ça. Ok. Donc, quand vous réalisez que vous n'avez pas prêté attention à cette personne, comment vous vous sentez? Incompris, parce que du coup, quand on s'en va 1 an ou 2 ans, on a besoin de voir beaucoup de monde aussi. Oui. Donc, je pense que c'est plus à elle, c'est plus à elle de me comprendre que moi, du coup. Oui. Sans Alors, elle, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que vous êtes en train de partager combien vous auriez aimé être rejoint dans la difficulté que c'est de revenir, en tout cas, après 1 ou 2 ans d'absence? Est-ce que c'est ça? Oui. Alors, merci tellement. Regardez ce qui se passe. C'est que quelquefois, quand j'en veux à quelqu'un d'autre, peut-être ça vous arrive plus jamais, moi oui, eh bien, quelquefois j'ai plus de mal à aller sur la colline de l'autre. Donc, dès que j'ai du mal à pouvoir me relier à un autre, alors c'est le témoin que chez moi, il y a quelque chose qui aspire à être entendu. Donc là, en fait, pour vous, c'est comme si j'entends que vous auriez aimé que cette personne, elle prenne la mesure de combien c'était difficile pour vous, dans ce contexte, de revenir. Et que, d'une certaine manière, je suis en train d'imaginer, mais on va regarder ensemble, combien vous avez besoin d'attention. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? C'est pas besoin d'attention en soi, c'est juste besoin de temps pour voir tout le monde et je vois pas l'intérêt à lui justement de se mettre en cours avec moi. Ouais. Comme si, en tout cas, chez vous, il aurait été peut-être important, en tout cas, que cette personne, en fait, elle mesure qu'en rentrant, avec plein de gens à voir, il y avait comme, en tout cas, une sorte d'équité. Oui, c'est ça. Mais oui. Alors que lui, il voulait l'unité. Mais oui. Donc, voyez ce qui se passe. On dirait un couple, on est des amis. Je ne rentrerai pas dans les détails, cela ne me regarde pas. Les grands classiques des inconnus. Regardez, instant après instant, qu'est-ce qui se passe? J'ai un point de vue. Moi, je rentre, ça fait 1 an ou 2 ans que je suis partie. Et à mon retour, j'ai envie de voir un maximum de gens que j'ai connus et de répartir mon temps d'une manière équitable. Donc, vous voyez, de mon point de vue, les boules du sapin sont transparentes. Avec ce processus, on va voir que du point de vue de l'autre personne, cette personne, a priori, comme ça fait aussi 1 an ou 2 ans qu'elle ne vous a pas vu, elle a des attentes ou des besoins qui sont particuliers. Et que peut-être qu'à un moment donné, cette personne, elle a un besoin d'attention, une attention particulière. Est-ce que ça vous parle? Oui, oui. Voilà. Et donc, de son point de vue, les boules du sapin, elles sont noires. Je ne suis pas en train d'opposer le blanc et le noir. Hein. J'aurais pu prendre d'autres couleurs parce que je vois que ça pourrait prêter à confusion, blanc-noir. Donc, de son point de vue, les boules sont rouges. Et puis,
de votre point de vue, les boules sont bleues. Ça, c'est le meilleur résumé que j'ai jamais trouvé pour expliquer les relations entre les humains. Instant après instant, nous voyons les situations de notre point de vue. Instant après instant, l'autre voit les situations de son point de vue. Nous avons été éduqués à savoir qui a tort et qui a raison. Donc, inlassablement, si on prend la moitié de la salle, là, vous allez dire, ah bah oui, les boules sont bleues. Quand vous allez dire, mais ils sont abrutis ou quoi? Elles sont rouges. Et donc, toutes nos relations sont basées, depuis que nous sommes nés, et ça fait 8000 ans que nous sommes conditionnés comme ça, à savoir qui a tort et qui a raison. Ça, c'est le lit de quelque chose qui s'appelle le malheur. Marshall dit un truc qui m'amuse beaucoup, qui dit « Avoir raison ou être heureux, il va falloir choisir, les deux en même temps, ça ne marche pas. » Donc, est-ce que je veux continuer à avoir raison, c'est-à-dire à dire « Oui, les boules sont bleues », et les autres vont dire « Mais non, abrutis, elles sont rouges », et hop là, ok, chorale. Ou est-ce qu'à un moment, je me dis « Ah, ok, ouais, j'ai des bonnes raisons de voir qu'elles sont bleues, puis en même temps, l'autre, là, quand il me dit quelque chose, c'est quoi le point de vue de sa colline? Et on va voir que le point de vue de sa colline, l'autre, là, c'est quelque chose d'important qui s'appelle un besoin. Et donc peut-être effectivement que cette personne a un besoin d'attention particulière à la hauteur de la joie qu'elle a de vous retrouver. Est-ce que ça vous parle? Voilà. Et donc, si je peux nommer avec la personne son besoin d'attention particulier, alors il est fort possible que le lien puisse se créer, parce qu'à ce moment-là, je lui dirais « Eh ouais, ça me touche de voir cette attention particulière que tu aimerais recevoir. » Puis en même temps, j'aimerais te partager que là, justement, à mon retour, j'ai aussi envie d'être très équitable avec chacune des relations que j'ai laissées. Et on va voir comment après, nous allons pouvoir danser depuis cet espace de conscience, de besoins mutuels. Est-ce que ça vous parle? Oui. Merci pour votre exemple. Merci à vous. Alors, par rapport à l'exemple que vous avez pris tout à l'heure, est-ce que vous avez de la clarté sur les sentiments? Donc l'observation, il a dit ou fait quelque chose, et je me sens avec quelque chose qui n'implique pas l'autre. Ça va, c'est clair pour vous? Et maintenant, je vous invite à aller regarder, c'est quoi la valeur? Ça parle de quoi chez vous? Vous vous sentez, je me sens, parce que j'ai besoin de... Et juste, je vous invite à aller regarder de quelle valeur ça parle chez vous, dans votre exemple. Donc, vous sentez il y a du vide, vous sentez il y a de l'angoisse, vous sentez qu'il y a comme une forme de compassion. De quoi ça parle en termes de besoin pour vous? Le besoin qui est comme une force vitale, comme une énergie de vie qui aspire à être entendue. Donc, une énergie de vie, une force motrice. De quoi ça parle? Oui? De sens? Ah, de reconnaissance. Oui. Alors, reconnaissance. Monsieur, vous voulez dire? Vous dites, pardon? Ah, d'accord, ok. On avait au moins un point commun. Est-ce que vous avez d'autres valeurs? Un besoin d'amour? Oui. Un besoin de respect? Le besoin d'être écouté? Le besoin de être rassuré? Oui. Être compris? Oui. Être compris, le partage, la sécurité, la prise en compte. Vous dites entendre? Ah oui, entendre l'autre, oui. L'entraide, oui.
Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez partager sur les valeurs que vous êtes en train de connecter? Oui? Le besoin de présence. Mhm. Le besoin de confiance. Mhm. De à la sérénité, la paix, mhm. La bienveillance, le besoin d'empathie, mhm. Le besoin d'unité. Oui, monsieur, au fond. Ah, le besoin de sourire. Ah, intéressant. J'adore parce que grâce à vous, ça me permet d'avancer sur mon petit bonhomme. Merci tellement. Alors, quand on parle de besoin, avec cette approche, on va parler de quelque chose qui est comme un point commun pour les 7 milliards d'individus sur Terre, comme des valeurs de vie. Quand quelqu'un sourit, en quoi c'est important pour vous? Oui? C'est le bonheur, oui. Est-ce que ça veut dire que ça nourrit chez vous quelque chose de l'ordre du bonheur? Est-ce que c'est ça? Oui. Mhm. Et donc, vous dites la paix, oui. Quand quelqu'un sourit, c'est comme un encouragement pour vous. Oui. Et qu'est-ce que ça vous permet quand vous êtes encouragé? D'avancer, de pouvoir comme être en mouvement, c'est ça? Oui. D'avoir de la joie. Donc, le mouvement, la joie, oui. C'est comme engageant, oui. Est-ce que ça donne confiance, c'est ça? Être rassuré, oui. Vous dites? Oui, c'est un élan vital. C'est-à-dire que quand on peut sourire, c'est comme si on se dit « Ah tiens, il y a la vie qui circule entre nous. » Ouais. C'est un partage à un instant, oui. C'est parce que vous faites... Ah, vous aviez chaud. Oui. Vous dites? Oui, quelquefois c'est communicatif. C'est une façon en fait d'entrer en lien. Oui. J'ai vu un bras qui se levait. Oui. Ça donne envie d'échanger. Oui, parce que l'échange, c'est quelque chose d'assez important. Donc, vous voyez, par rapport à votre exemple, la personne dit ou fait quelque chose, vous éprouvez quelque chose dans votre corps, peut-être c'est agréable, et c'est le témoin de quelque chose, en tout cas, qui aspire à être comme célébré. Peut-être vous vivez les choses d'une manière qui sont, je dirais, plus désagréables, et c'est juste le témoin d'un besoin qui aspire à être entendu. Marshall Rosenberg a beaucoup travaillé avec les travaux de Piaget. Et Piaget, qui était un pédagogue, où il disait « les enfants apprennent par imprégnation ou par différenciation ». Tout le processus de la communication non violente est un processus qui invite à offrir le choix. Donc, j'ai le choix d'interpréter ou d'observer, j'ai le choix de partager des sentiments ou des évaluations masquées, j'ai le choix de porter mon attention sur des besoins ou sur des stratégies, et on verra la 4e étape. Le cœur de ce processus, ce sont les besoins. Dès que 2 êtres humains sont en conflit, alors c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur les stratégies. Si dans cette salle, il y a des parents, des pédagogues, des collègues, etc., vous allez pouvoir regarder la vie avec un axe un petit peu différent à partir de demain, ou peut-être ce soir déjà. Dès que vous allez voir 2 personnes en conflit, souvenez-vous que les conflits sont simplement au niveau des stratégies, qu'il ne peut pas y avoir de conflit au niveau des besoins. Donc ça, c'est une grande bonne nouvelle pour moi, ça m'a beaucoup soutenue. Je vais vous donner un exemple concret. Supposons qu'on vive tous les 2, et puis mon partenaire rentre du travail et il dit « Ah ben moi ce soir je vais aller voir James Bond ».
Ah ben je me dis, il manquait plus que ça. Alors là, le pompon, alors là, les films débiles comme ça, l'autre avec ses mitraillettes, ses grosses bagnoles et tout, hein, il fallait vraiment que ça tombe sur moi, un mec pareil. Hein, vous voyez, et là, je vais lui dire, oh non, mais c'est pas possible, comment est-ce que tu as des goûts pareils et tout. Et puis lui, il va me dire, mais qu'est-ce que tu comptais faire, toi? Ben, chez moi, je voulais lire. Il va me dire, ah ben c'est bon. Ah ben, il y avait une bonne femme prête pour la maison de retraite, c'est elle. Vous voyez? Et là, je vous laisse imaginer la fin de la soirée. Si tous les deux, on est conscients que James Bond ou la lecture, ce sont juste des stratégies et que derrière ces stratégies, ça nourrit des besoins particuliers, alors peut-être on va remonter d'un cran et aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette stratégie-là. À votre avis, le jour où vous faites le choix d'aller voir James Bond, qu'est-ce que ça nourrit comme besoin chez vous? La détente, le divertissement. Vous dites? Ouais, sortir, ouais. Peut-être un besoin de repos. Peut-être toute la journée au travail, ça a été l'enfer, des tas de dossiers à gérer, des trucs complexes. Et peut-être qu'en allant voir James Bond, peut-être, eh ben, mon partenaire se dit, ah ben là, je suis sûre que ça ne va pas me mobiliser 2 neurones. Peut-être, vous voyez? À votre avis, si moi je bouquine, ça nourrit quel besoin? Peut-être l'évasion, peut-être la détente, ouais, peut-être le repos aussi, parce que je me suis tapé 90 gamins à Saint-Denis et que j'ai la tête un peu farcie. Donc rajouter les mitraillettes de James Bond, ça ne va pas le faire. Vous voyez? Donc il est très possible qu'on ait le même besoin. Alors peut-être qu'il va aller voir James Bond et peut-être je vais rester lire. Mais au moins on est d'accord sur le fait qu'on a le même besoin. Peut-être qu'en étant entendus, lui et moi, dans nos besoins respectifs de repos, peut-être que d'un seul coup, on va se dire « Ah, mais en fait, ça fait 12 heures qu'on ne s'est pas vu et peut-être on a comme un besoin différent qui va émerger, qui est peut-être de prendre du temps, partager, se reposer ensemble. » Alors, il y a d'autres stratégies qui vont émerger. Peut-être on va se faire la baie des citronniers, peut-être on va aller au resto, je cite le seul truc que je connaisse ici. Peut-être on va aller boire un mojito à la bodega. Voilà. Ça, j'ai découvert ça l'année dernière. Et là, cette fois, je suis prête pour y retourner. Mais voyez, de cette compréhension mutuelle, il y a comme quelque chose qui va émerger, qui va être différent. Vous voyez, il y a une créativité possible qui va pouvoir apparaître depuis la conscience où, derrière James Bond, il y a des besoins, derrière la lecture, il y a des besoins. Et rien que ça, déjà, ça va comme faire un point d'accroche entre les deux. Et quoi qu'il se passe, au moins on sera d'accord pour la clarté que l'on a, lui et moi, pour nourrir certains besoins. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc maintenant que vous en êtes aux besoins dans votre situation, eh bien, sachant que ce processus, il répond à 2 questions. La première, c'est comment ça va? Donc, quand l'autre fait ça, je me sens machin parce que j'ai besoin de ça. Eh bien, la deuxième question de ce processus, c'est qu'est-ce qui me rendrait la vie belle? Donc, une fois que je suis en lien avec mon besoin, alors je vais pouvoir faire une demande à l'autre et qui sera, en tout cas, la dernière différenciation clé dont je vais vous parler ce soir. Ce sera la différenciation clé entre demande et exigence. Donc, vous avez un besoin, vous allez pouvoir faire une demande concrète à quelqu'un. Et quand je parle d'une demande concrète, vous allez dire à l'autre ce que vous voulez et pas ce que vous ne voulez pas. La plupart du temps, nous nous exprimons en « fais pas ci, fais pas ça, gna gna gna, gna 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 ». Vous voyez? Vous dites à votre gamin « oui ». Oui, sur la notion de demande, vous avez une question? Oui. En fait, ce qui m'interpelle depuis le début, c'est la différence entre la demande et la consigne. Oui. Alors, la demande va répondre à la question « Qu'est-ce qui me rend la vie belle ?» La consigne, il me semble, on va essayer de regarder ensemble ce que vous mettez sur le terme de consigne, c'est comme quelque chose qui est préétabli et il n'y a pas de danse possible. Est-ce que je me trompe? Derrière une consigne, il y a une attente. Oui, absolument. Alors, est-ce que vous auriez un exemple de consigne que je puisse me raccrocher? Quand vous parlez de la vérité,
C'est ça. Alors comme ça, je suis tout de suite accrochée à vous, c'est ce que j'appelle une exigence. C'est-à-dire que la demande, dans cette approche, c'est ce qui va nous rendre la vie belle, en sachant que notre intention, c'est toujours de préserver un lien. Quand je commence à donner des consignes du style « ce serait bien que le lave-vaisselle soit vidé pour 20 heures », peut-être que l'autre peut le vivre comme une exigence. Ça vous parle? Dans le cas de cet exemple-là. Absolument. Et ensuite, la consigne, elle peut s'appliquer dans un cadre professionnel. Oui, qui peuvent être comme des accords. Il y a des accords qui sont faits. Ce qu'on peut appeler comme un cadre. Est-ce que ça vous parle? Oui. Alors, ça, c'est très important de voir que il y a des cadres, en tout cas, qu'on va co-créer. Qu'est-ce qui fait que dans les familles ou dans les écoles, quelquefois, on vit une forme de violence? C'est parce que moi, je suis grand, j'ai une étiquette de grand, alors je vais comme imposer une vision à ceux que je trouve plus petits ou moins formés, ou plus ceci ou moins cela. Quand moi j'accompagne des équipes pédagogiques et qu'on travaille les consignes ou les cadres, la création de cadres ensemble, il y a derrière des conséquences qui sont bien différentes que quand on impose, en tout cas, des règlements. Pourquoi? Parce que tous les êtres humains aiment contribuer et quand ils ont le choix, alors ça augmente les chances, en tout cas, de vivre des relations plus épanouissantes. D'ailleurs, la consigne, la notion d'adhésion à la consigne. Pour moi, qui est un essentiel. Oui. Donc la demande, elle est précise, elle est claire, je dis ce que je veux. Si vous dites à votre gamin, ne mets pas ton pain au chocolat sur la table, et que vous voyez votre gamin le foutre dans sa poche de blouson, vous dites, il est con ou quoi? Pourtant, il ne l'a pas mis sur la table, et vous êtes déjà en train de voir l'auréole, voyez, du pain au chocolat, et vous dites, non, mais c'est pas possible. Pourtant, il ne l'a pas mis sur la table. Donc, vous voyez, quand on commence à travailler les demandes avec ce processus, on va travailler quelque chose d'extrêmement précis qui est ce que je veux en langage d'action positif. Aujourd'hui, on sait que le cerveau n'intègre pas les négations dans les ordres. Si vous dites à un gamin ne traverse pas la route, il entend traverser et route. Ça a des conséquences. Mais si vous lui dites est-ce que tu es d'accord pour t'arrêter au trottoir, ça augmente les chances qu'il l'entende. Donc, ne mets pas ton pain au chocolat sur la table, il le met dans le blouson, il s'en ramasse une. Il n'a toujours rien compris. Il ne l'a pas mis sur la table. Et si vous lui dites, est-ce que tu es d'accord pour mettre ton pain au chocolat sur une assiette et sur la table, vous lui donnez exactement l'indication de ce que vous voulez. Et vous allez vous rendre la vie belle et vous allez faciliter la vie à l'autre. Les demandes floues, ça fout la trouille. Chérie, aime-moi. Et l'autre, il dit, c'est où le mode d'emploi? Et après, on dit, si tu m'aimais, tu saurais. Vous voyez le genre de piège? Mais si vous dites à la personne avec laquelle vous vivez, est-ce que tu es d'accord pour m'embrasser quand tu rentres du boulot? Au moins, ça lui donne une indication. Il peut dire oui, il peut dire non. Et c'est là la différence entre la demande et l'exigence. Donc, qu'est-ce qui caractérise une demande en communication non violente? C'est qu'elle va être claire, elle va être concise, elle va être située dans le temps. Au lieu de dire « aime-moi pour la vie », alors que même les banques font des prêts max 30 ans, ils ont pigé, eux, de dire des choses petit pas par petit pas. Est-ce que tu es d'accord pour aller au Cinoche samedi? Je sais pas, est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille se boire un mojito à la bodega? Je sais pas, une fois dans la semaine, vous voyez, circonscrit dans le temps. Donc, en langage d'action positif, et surtout, la demande qui diffère de l'exigence, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous avez fait une exigence à un certain moment précis. À votre avis, à quel moment vous prenez conscience que votre demande, c'était une exigence? En fonction de la réponse, oui. C'est-à-dire que quand l'autre vous dit non et que vous avez envie de le plier, c'était une exigence déguisée en politesse. Pourtant, il y avait tout, hein. Chérie, vraiment, là, quand je rentre du boulot, je me sens fatiguée, j'ai besoin de soutien. Est-ce que tu serais d'accord pour vider la poubelle? Oh, il y a tout comme il faut dans le truc, hein. L'autre vous dit non, et à l'intérieur, vous dites, tiens, la bouffe chez ta mère dimanche, va te faire foutre. Et alors là, c'est typique. Après, il y a des gens qui disent, la CNV, ça marche pas. C'est pas le processus qui marche pas.
C'est juste que je n'ai pas conscience à un instant du lieu dans lequel je suis et j'ai déguisé ma demande en politesse alors que derrière c'était une exigence. Je me souviens d'un jour où mon fils me dit, alors que je lui disais « je suis crevée, est-ce que tu peux vider le lave-vaisselle ?» Enfin, le genre de truc banal dans une famille. Enfin, en tout cas, chez moi, c'était banal. Et puis, certainement, au ton que je lui ai dit, il me regarde droit dans les yeux, il me fait « c'est quoi ma marge de manœuvre ?» Alors, je me racrapote, je lui dis « aucune ». Alors, il me dit « écoute, maman, tu sais ce qui me rendrait, moi, la vie belle ?» Parce qu'évidemment, ils connaissent ce processus. « Si vous voulez être ennuyé, offrez ça à vos gamins. » Il m'a dit, tu sais ce qui me rendrait la vie belle? Moi, je lui dis, ben ouais, vas-y. Il me dit, ben, ce serait que tu me demandes, j'exige, quand j'ai pas de marge de manœuvre. Parce qu'au moins, je saurais à quoi m'en tenir. J'ai été bouleversée ce soir-là, de voir à quel point, lui, il était lucide sur mon état, là où moi, je me voyais comme appliquer une théorie sans la vivre précisément de l'intérieur. Donc, je vous invite, par rapport à votre exemple, à faire une demande. Vérifiez si vous êtes capable d'entendre un non. Vérifiez si la personne vous dit non, ça vous fait presque autant de joie que si elle vous dit oui. Un challenge, celui-là. Et puis maintenant, vous imaginez la réponse de la personne. Donc, regardez ce qui se passe avec ce processus. Je prends la responsabilité de ce qui m'arrive, quel que soit ce qu'une personne dit ou fait. Je me reverticalise en disant, voilà, ce qui est important pour moi, c'est ça. Et j'arrive dans la relation avec la conscience que l'autre, cet autre qui n'est qu'un aspect de moi, vit certainement des choses absolument comme moi et que si cette personne me dit non, alors, équipée de mes oreilles girafes, qui est le truc la plus haute technologie qu'on connaisse, alors, avec ce processus, je n'ai plus, en tout cas, de crainte de ce que la personne va me dire. Équipée de ça, je crains plus ni les jugements, ni les ordres, ni le déni de responsabilité, puisque, d'une certaine manière, je vais pouvoir avoir les moyens d'aller sur la colline de l'autre. Et que quand l'autre me dit non, ce sera juste une façon de dire oui à quelque chose d'important pour lui. Donc, quand quelqu'un dit non, il est en train de dire oui à un besoin chez lui. Alors, équipé de ça, ça va être plus simple. Ça vous parle? Ça demande un peu d'entraînement. Hein. C'est pour ça que l'association, là dont Betty vous a parlé tout à l'heure, propose des formations tout au long de l'année, justement pour vous soutenir dans ce changement de paradigme, si vous voyez du sens à sortir du paradigme dans lequel nous avons été éduqués ou éducastrés. Oui. Pour reprendre l'exemple que vous donnez tout à l'heure, dans la voiture. On est dans la voiture. On est dans la voiture. Connasse bouche à caisse. Ok, d'accord. Okay. Est-ce que, en fait, quand tu parles comme ça, moi, ça me bombarde. J'ai le sentiment d'être bombardée d'ondes négatives. Je me sens oppressée par l'air ambiant dans l'habitacle. Et vraiment, j'aimerais que tu puisses exprimer ta colère autrement ou juste réaliser que cette personne elle conduit comme elle peut, quoi. Et juste que tu arrêtes de m'imposer tes ondes négatives. Est-ce que c'est possible? On me dit non. Le bombarder. Oui, mais oui, absolument. Je peux tout à fait me relier. Alors, ce que j'aime beaucoup quand vous partagez la façon dont vous vous exprimez, c'est que moi, j'entends comme des besoins sur l'autre. J'aimerais que tu agisses autrement. Alors, si cette autre personne agissait autrement, en quoi ce serait important pour vous? Vous voyez, ce processus, dans un premier temps, on va apprendre à parler à partir de nous. Donc, j'aimerais que tu parles autrement, j'aimerais que tu... C'est le tu qui tue de Jacques Salomé. Donc, si la personne parlait autrement, en quoi ce serait important pour vous? Qu'est-ce que ça vous permettrait, vous? De moins me sentir oppressée par des mots violents en permanence et des ondes négatives qu'on me bombarde. Donc, en fait, quand vous êtes dans une voiture et que la personne qui conduit traite en fait les autres automobilistes par des noms d'oiseaux, parce que je me dis depuis tout à l'heure, la petite, elle doit être heureuse avec tout ce que... Elle est endormie, bon, ça va.
Moi, j'ai vécu dans une famille où les gros mots n'étaient pas interdits. J'ai eu un pot incroyable. Comme mon père disait des gros mots, moi, en fait, quand je disais des gros mots, c'est comme si j'étais en appartenance avec lui et sa famille. Donc, ça a des répercussions aujourd'hui, mais quand j'étais petite, non. Donc, quand vous êtes avec quelqu'un, en tout cas, qui traite les voisins, les autres automobilistes de nom d'oiseau, vous le vivez d'une manière, en tout cas, où vous êtes comme oppressé. Est-ce que c'est ça? Oui. Ok. Alors, ça parle de quoi pour vous, à ce moment-là? Est-ce que c'est en lien avec un besoin comme de légèreté? C'est plus léger pour vous quand vous êtes dans une voiture où vous entendez la musique? On est d'accord, c'est un exemple, la voiture. Hein. On est d'accord, non, mais complètement, mais juste... C'est pas juste 10 minutes par jour, il y a des personnes qui vivent ça au quotidien, des heures et des heures, dans leur contexte professionnel, dans leur famille. Et quand ça devient très long et très quotidien, c'est très dur. Alors, intéressant aussi, ce que vous partagez, c'est cette notion que ce processus va nous amener à porter notre attention au présent. Et donc, cette attention au présent, à partir d'exemples qui sont précis et qui sont vécus. Parce que, quelque part, c'est un processus qui ne supporte pas les généralisations. C'est-à-dire que d'instant après instant, chacun d'entre nous, avec une même situation, ça nous amènerait à parler de besoins qui sont différents au sens, ça nous appartient à un instant donné. Donc, si on prend l'exemple que vous partagez, si vous êtes dans cette voiture et où la personne bombarde l'autre automobiliste de nom d'oiseau, vous, là, à cet instant, c'est comme si vous vivez une oppression. Est-ce que c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, vous êtes oppressé et ça parle de quel besoin chez vous? Ben, vous l'avez dit, hein, Légèreté. un besoin de légèreté. Oui. De pas avoir la tête polluée par les problèmes des autres. Oui. Est-ce que c'est comme pour avoir comme une forme de tranquillité? Comme de préserver, en fait, comme un espace tranquille, comme vous préservez une sorte de bulle. Oui. Est-ce que c'est ça? Oui. Oui. Alors, voyez, une fois qu'on a chopé le besoin, là, on est à peu près tranquille. Après, c'est comment je vais l'exprimer à l'autre. Depuis tout à l'heure, je vous ai invité à porter votre attention sur les 4 étapes. Observation, sentiment, besoin, demande. Ça, c'est un processus de conscience interne. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, je vais comme pouvoir démêler ce qui m'appartient. Et après, dans l'expression à l'autre, c'est comment je vais m'exprimer d'une manière à ce que l'autre puisse entendre ce que j'ai à lui dire. Parce que si à la fin de la conf, là, vous rentrez chez vous et vous dites « Oh là là, quand je te vois faire ça, je me sens parce que j'ai besoin, est-ce que tu serais d'accord pour ?» Les gens qui vous connaissent, ils vont dire « Oh là, mais t'as pété un câble » ou alors t'as pris une dose de cava qui n'était pas tout à fait... Parce que je connais les coutumes aussi maintenant. Je flambe. Donc, peut-être que là, vous allez perdre 100% de vos amis et 200% de votre famille. C'est pas le but, c'est un processus de lien, a priori. Donc ça, c'est un processus de déprogrammation interne qui n'est pas le processus à partir duquel vous allez vous exprimer. Donc, comment est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un dans une voiture que quand il dit gna 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 et à l'autre, elle dort. Mais il y a peut-être d'autres enfants. Quand il dit ça, comment est-ce que vous pourriez dire quelque chose pour que la personne puisse vous entendre? Qu'est-ce qui augmenterait vos chances d'être entendu? Vous voulez dire quelque chose? Non? Est-ce que vous avez une idée de comment vous pourriez le dire? Vous dites? D'inverser la situation, si d'autres personnes t'avaient parlé de cette façon-là. Ah! Oui, alors là, ce serait comme un peu de la culpabilisation. Hein? Et toi, si on te faisait ça, hein, tu ferais le malin? Donc, je vous rappelle, si notre intention, c'est de créer du lien, alors on va parler de soi. Et comment on va pouvoir le dire? Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de tourner l'attention sur, à partir d'où la personne émet des noms d'oiseaux? Ah, est-ce que vous voulez... Oui, alors, regardez ce qui se passe. Avec votre proposition, j'ai de la clarté de mon point de vue. Je vois que j'aspire à plus de légèreté, à être plus tranquille. Une fois que moi, je suis en lien avec ce qui est important pour moi, peut-être je vais développer les moyens d'aller voir qu'est-ce qui se passe sur la colline de l'autre.
Est-ce qu'il est énervé à la hauteur de là où il aimerait être à l'heure au rendez-vous parce que ça fait 4 fois que la personne devant elle cale, par exemple, ou ça fait 5 fois que le feu passe au vert et visiblement la personne, elle pianote sur son téléphone. Donc peut-être qu'on va pouvoir avoir les moyens de se mettre en lien avec l'autre. Est-ce que c'est ça que vous dites? Oui, alors ça c'est une stratégie. Et il y a l'autre stratégie qui est de parler de soi. De dire, ben voilà, les 5 derniers trajets, je t'ai entendu 20 fois dire aux automobilistes connasses et je sais pas quoi. Et je vois que là, c'est plus que ce que je peux entendre. Et je vois que ça vient me chercher sur quelque chose pour moi qui est léger. J'aime vivre dans cette bagnole de la légèreté, des échanges. J'aimerais qu'on prenne un temps pour en parler. Est-ce que tu es d'accord? Par exemple. Voyez? Vous voyez, on va passer dans une conscience de qu'est-ce qui va soutenir le fait tout. Oui. Non, je vous en prie. J'ai fait ça une fois avec toute l'empathie possible avec une personne. Oui. Et elle a pris extrêmement mal le fait que je puisse lui dire qu'à un moment donné, ces plaintes permanentes devenaient pesantes pour moi au point qu'on a coupé toute relation. Ouais. Parce qu'elle avait besoin de se plaindre, elle. Oui. Alors, à votre avis, quelqu'un qui a besoin de se plaindre, qu'est-ce qu'il est en train de nourrir comme besoin? L'attention. Ah, qu'on soit d'accord? Alors, quand on est d'accord, qu'est-ce que ça nourrit? Ah, peut-être la reconnaissance. Alors, un besoin qui n'est pas souvent nommé, qui, moi, est un besoin, je trouve, assez essentiel, c'est un besoin d'évacuation. Quelquefois, il y a des trop-pleins. Vous voyez, on n'en peut plus de la vie. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé d'oreille suffisamment grande pour pouvoir déposer tout ce qui est plus que difficile à supporter. Donc, ce qu'on pourrait appeler comme de la plainte. Est-ce que ça vous parle? Donc après, c'est est-ce que j'ai les moyens d'accompagner l'évacuation ou pas? Et ça demande d'être dans un lieu, en tout cas, assez tranquille pour soi. Donc quelquefois, eh bien, quand quelqu'un dit oui, puis gna 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 gna, et ça, ok, est-ce qu'il y a encore autre chose que tu aimerais dire? Oui, parce que blablabla, est-ce qu'il y a encore autre chose que tu aimerais dire? Est-ce que ça vous parle quand je dis ça? Est-ce que oui, comme vous aviez le micro, je me disais peut-être que oui. Oui, ça me parle. Le problème, c'est que la personne en question évacuait quasi quotidiennement les mêmes choses. Oui. Sans jamais chercher à résoudre ses problèmes dans sa propre vie. Ce qui fait qu'à un moment donné, elle se répétait. Et c'était moi qui du coup, avait besoin d'évacuer aussi à un moment donné. Quoi. Voilà, c'est-à-dire que là, les bouches d'évacuation se rejoignent et on n'a plus les moyens de rien. Alors la bonne nouvelle, c'est que le chacal, il se répète inlassablement jusqu'à être entendu. Donc dès que quelqu'un répète plus de 3 fois la même chose, vous êtes sûr que c'est qu'il n'a pas été entendu là où il aspirait à être rejoint, c'est-à-dire au niveau des besoins. Et dès qu'un être humain est rejoint au niveau des besoins, alors il cesse de répéter la même chose. Donc ça, c'est un des critères de repère. Est-ce que ça vous parle quand je dis ça? Oui, sauf que moi, je ne fais rien pour elle. Hein. C'est ses propres problèmes à elle, quoi. Oui, alors, regardez. Ce processus est un processus à la fois d'autonomie, c'est-à-dire que je vais prendre la responsabilité de ce que je vis, avec la conscience de l'interdépendance. C'est-à-dire que je suis consciente que l'autre a des problèmes. Ah, je cherche ma petite colline. Je suis consciente que l'autre a des problèmes et moi, comment je vais développer la capacité à aller écouter ce qui est vivant chez l'autre tout en ayant pris soin de regarder si moi j'avais les moyens d'aller écouter ce qui est vivant chez l'autre. Est-ce que ça vous parle? Donc dès que je perds la capacité à aller écouter l'autre, c'est que quelque chose en moi hurle et qui n'a pas été entendu. Donc à ce moment-là, je vais partager mes limites en disant « j'aimerais pouvoir t'accompagner ». Et je vois que là, c'est plus que ce que je peux à cet instant. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on convienne d'un autre moment où j'aurai peut-être plus les moyens de t'entendre? Je reviens vers toi quand je récupère les moyens. Est-ce que c'est OK pour toi? Ça vous parle?
Et puis quelquefois, eh ben, j'atteins mes limites et je vais passer le relais. Être compétent pour moi, c'est pas avoir les moyens tout le temps. La compétence, c'est repérer mes limites. Et il y a des moments où j'arrive à saturation. C'est pas mon job, c'est plus que ce que je pourrais. Et donc, je vais donner à l'autre cette clarté en disant, voilà, juste là, j'aimerais avoir les moyens et je ne les ai pas. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on trouve quelqu'un qui t'aiderait à faire le pas suivant? Vous voyez, je vais tenir la main pour accompagner le mouvement. Ça vous parle? Merci. Alors, est-ce que c'est clair pour vous? Donc, vous êtes parti d'une situation, quelqu'un a dit ou fait quelque chose, vous vous êtes sorti des interprétations et des jugements, parce que d'un seul coup, vous réalisez que ce n'est pas ce qui est forcément au service de la relation. Depuis l'espace où la personne a dit ou fait quelque chose, vous regardez dans votre corps, waouh, qu'est-ce qui se passe? Témoin de la vie qui cherche à être entendue. Une sensation agréable, célébration, un besoin est satisfait. Une sensation que je vis comme désagréable, témoin qu'un besoin aspire à être entendu. Quand je suis en lien avec ce besoin, qui est cette énergie de vie, alors je vais pouvoir faire une demande à moi, à un autre, à d'autres ou à plus grand que moi, en sachant que si je veux augmenter mes chances de préserver le lien, alors je vais valider que la personne peut me dire non. Et si la personne me dit non, alors je vais développer les moyens d'aller écouter à quoi elle dit oui pour un instant, au moment où elle m'a dit non. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de partager? Oui. Est-ce que vous pensez que c'est accessible à tout le monde? Ah, la question de est-ce que c'est accessible à tout le monde? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. En fait, je vois que moi, à un moment dans mon existence, je pensais que ce n'était pas accessible à tout le monde et c'était juste le témoin de là où moi, je n'avais pas les moyens de me rendre accessible aux autres. Je ne sais pas si ça vous parle quand je vous réponds comme ça. Vous dites? Non. Donc, est-ce que vous avez un exemple concret de personnes avec lesquelles ce ne serait pas accessible? Parce que ce n'est plus mon expérience. Non, je me posais juste cette question sans penser à quelqu'un en particulier. D'accord. Moi, j'ai vu que cette notion de l'accessibilité, je me la suis longtemps posée. Et en fait, c'était tous les moments où j'avais plus les moyens de pouvoir accueillir la façon dont l'autre allait réagir. Pourquoi? Parce que la girafe, elle a toujours les moyens de prendre soin d'elle. Donc, même si dans une relation, il y a quelque chose, en tout cas, qui, à un moment, fait que l'autre, il peut ne pas adhérer ou pas, je garde l'accès à moi-même. Je peux inlassablement prendre soin de moi, quel que soit ce qui arrive de l'extérieur. Et si je n'ai pas les moyens de prendre soin de moi, alors je vais appeler un 3615 code girafe, un SOS girafe. Ça vous parle plus quand je dis comme ça? Est-ce que vous ne pensez pas à quelqu'un en particulier quand ce n'est pas accessible? Ah, alors j'adore cette question. Est-ce que c'est possible pour tout le monde d'avoir accès à ses besoins? Alors j'aimerais vous dire que si vous êtes en vie aujourd'hui, chacun d'entre vous, c'est justement parce que, inlassablement, vous n'avez pas perdu l'accès aux besoins. À la naissance, vous avez tous été capables de péter les tympans de vos parents jusqu'à ce qu'ils vous donnent à boire, à ce qu'ils vous mettent une couche propre, jusqu'à ce qu'ils fassent des câlins. Donc la nature humaine est directement connectée à ses besoins. Et plus nous sommes éducastrés, c'est-à-dire que plus nous avons été conditionnés par un langage, plus à certains moments, eh bien, l'accès aux besoins, tous ceux qu'on a nommés, peut être comme un charabia. Et c'est pour ça que dans les formations, on met beaucoup de l'accent sur, justement, aller retrouver la vie en nous. Et tout à l'heure, j'avais une discussion avec Samuel de l'association et puis un
une personne qui prend des décisions au niveau des écoles à Nouméa, sur le fait de est-ce qu'on forme les enfants dans les écoles? Non, on ne forme pas les enfants dans les écoles. Pourquoi? Parce que les enfants sont hyper proches de leur état naturel. Si vous formez des gamins dans une classe sans former les adultes autour, vous allez générer plus de difficultés pour les adultes que celles qui sont en train de vivre déjà aujourd'hui. Les enfants apprennent par imprégnation. Donc, quand les adultes se comportent d'une manière girafe, les gamins préservent l'état naturel avec lequel ils sont arrivés au monde. Et je vous partage ça depuis une expérience que j'ai vécue tragique dans un collège où j'ai animé une rencontre avec des gamins de 5e. Et il y avait une ambiance dans la classe plus que celle que je pouvais supporter. Les gamins se mettaient debout, il y en a un qui allait pousser un autre. Et moi, j'étais juste complètement dépassée. C'était il y a peut-être 10 ans, au tout début où je démarrais. Et à un moment, je leur ai dit, écoutez, je suis désolée, je ne vois pas comment je peux continuer comme ça. Je crois que je vais péter un câble. Et si je pète un câble, je ne sais pas du tout quelle forme ça peut avoir. Et je leur dis, est-ce que vous, il vous arrive de péter un câble? Et donc, il y a un gamin qui se lève, qui dit, oui, moi, je pète un câble, quelquefois, je pleure et je ne sais pas pourquoi. Il y a un deuxième qui se lève, qui dit, moi, je pète un câble quand les assistantes sociales, elles enlèvent les enfants de leur maman et de leur papa. Et un troisième qui dit, moi, je pète un câble quand mon papa, chez moi, il me frappe avec une ceinture. Et puis, il y a un qui dit, moi, je pète un câble parce que j'ai jamais vu ma maman et j'aimerais voir ma maman. Et c'était, je dirais, le garçon qui, depuis le début de l'animation, je dirais, menait la bande au sens où c'était un grand gaillard, il avait 3 ans de plus que les autres, 15 ans en 5e. Et puis là, silence général, et je dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Et là, il s'effondre en larmes. Et donc, je lui dis, est-ce que tu veux qu'on aille regarder ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Donc, j'accompagne ce garçon. En fait, son papa était venu d'Haïti en lui disant, mais t'inquiète pas, des mamans, t'en auras plein en France, et t'es pas une maman près. Et donc, il était jeune quand il est arrivé en France, il avait 6 ans, et puis à 15 ans, eh ben, son rêve, c'était de voir sa maman. Et donc, il était triste à la hauteur du fait qu'il voulait avoir une image de cette maman. Et je lui dis, c'est quoi ton rêve? Il dit, mais moi, je voudrais avoir un métier parce qu'un jour, j'aimerais pouvoir acheter un billet d'avion pour aller voir ma maman. Et donc, j'ai accompagné ce gamin. C'était hyper touchant de voir comment chaque élève de la classe était comme dans un silence, mais je dirais religieux au sens d'attentif. Et puis, je lui ai dit, donc, est-ce que ça veut dire que tu es triste? Donc, à la hauteur de ton rêve de voir ta maman, et que la demande que tu te fais, ce serait d'avoir un métier pour pouvoir un jour t'offrir un billet d'avion. Oui. Donc, hyper tranquille, je demande aux autres gamins comment c'était pour eux. Et donc, ils étaient touchés en disant, mais ah là là, on ne savait pas ce que tu vivais. Waouh, respect mon gars, et tout, on va faire attention. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de bagarres avec ce gamin-là. Et donc, il y a eu comme une harmonie dans la classe, comme un élan de compassion pour ce gamin qui vivait cette situation. Ils sortent de la classe, beaucoup avaient les larmes aux yeux, le principal vient me voir, il me dit, qu'est-ce qui s'est passé, Véronique? Je lui dis, écoute, on a vécu un temps vraiment fort, je suis vraiment persuadée que plus jamais l'ambiance sera la même dans cette classe, parce que ce garçon qui était réputé pour être un petit peu un meneur de bande pour mettre le bazar, je dis, tu sais, je crois que chacun a été profondément touché par son histoire, et moi la première. Il me dit, ok, je vais envoyer un mot aux parents en disant qu'il s'est vécu un temps fort et puis que si des parents veulent savoir ce qui s'est passé, ben, qu'ils puissent revenir vers toi. J'ai dit, ok, pas de problème. La récréation se passe, la classe arrive avec un enseignant qui n'était pas formé, qui n'avait pas du tout suivi en fait la formation ni le processus. Et puis, le hasard faisant étonnamment les choses, cette enseignante dit à ce gamin, donne-moi ton carnet. Et là, levée de bouclier, la classe dit, ah non madame, il ne faut pas lui parler comme ça, parce que la dame du cœur tout à l'heure, il m'avait appelé la dame du cœur, eh ben, elle nous a aidé à comprendre sa situation, et puis nous, on voudrait être en soutien avec lui.
Et là, l'enseignante a dit oui, comment c'est possible, mais pour qui vous prenez de me parler comme ça? Je fais ce que je veux, c'est moi la prof. Et là, les gamins, levés de bouclier. Et donc, j'attire l'attention sur le fait que former des gamins, ils apprennent, Marshall disait, avec des enfants jusqu'à la maternelle, il faut moins de 2 heures pour qu'ils intègrent le processus. Dans un collège, en une journée, collège-lycée, c'est OK. Avec des adultes, en 2 jours, on n'est pas rendu, il disait. Pourquoi? Parce que nous, on est conditionnés. Donc cette enseignante, elle a menacé le principal, si je revenais travailler dans l'établissement, elle prendrait 6 semaines d'arrêt, entre 3 et 6 semaines. Donc vous voyez, je vous mets en état d'alerte pour dire, attention, les enfants apprennent à la vitesse de la lumière puisque c'est notre nature. Et donc moi, mon intention, c'est toujours de soutenir les professionnels, que ce soit les parents, les enseignants, les éducateurs, pour qu'ils ne vivent pas de situations qui seraient plus compliquées que celles qu'ils vivent déjà. Ça vous parle? Vous voyez? De dire, si je forme des gamins, si mon intention c'est ça, alors j'ai pris soin de former la communauté entière autour des gamins. Les éducateurs, les parents, les gens de la cantine, les gens qui accompagnent pour que les lieux soient propres. Vous voyez? Une conscience globale pour que l'enfant puisse cheminer dans quelque chose qui est cohérent. Ou sinon, ça demande d'enseigner aux enfants l'art de mettre des oreilles girafes pour que, quel que soit ce que les adultes disent, le gamin, il ait la sécurité de dire que l'adulte parle de quelque chose chez lui. Mais je trouve que c'est leur demander beaucoup en tant qu'enfant. Et que moi, ma préférence, c'est de créer une communauté d'adultes qui soient inspirants. Donc vraiment, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, d'être des adultes inspirants pour que la terre de demain soit peuplée, en tout cas, de gens qui sont heureux de faire ce qu'ils font. Merci 1000 fois pour votre attention. Je vous souhaite le meilleur. Ah oui.